à toutes et à tous. Un grand merci pour voilà, votre participation aux 48 heures de l'achat responsable. Donc, c'est un événement qui vise à promouvoir l'offre de biens et services des structures de l'ESS de notre région. Donc, le premier webinaire commence là ce jour et sa thématique est la commande publique responsable. Nous allons voilà, donner la parole à trois intervenants différents sur les questions de commande publique responsable, voilà, dans un but d'échange de bonnes pratiques et d'interconnaissance aussi entre les acheteurs et les structures de l'ESS. Donc, Marty Berenguer de Grand Innov Plus, qui représente le réseau commande publique Grand Est. Nous avons ensuite Monsieur Christophe Liotto, qui est chargé de projet insertion au service de la commande publique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, voilà, qui nous parlera un petit peu des engagements que peuvent avoir les collectivités sur cette thématique. Et enfin, nous aurons donc un témoignage d'une structure de l'ESS qui est située en Alsace, qui s'appelle la SIC Régie des écrivains. Et pour en parler, donc Nicolas Ham, le responsable commercial de cette SIC. Je vais de suite voilà, passer la parole à Marty Berenguer pour une présentation du réseau commande publique Grand Est, voilà, en guise d'introduction de ce sujet. Très bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Merléa pour cette présentation. Donc voilà, comme vous avez bien dit, moi je m'appelle Marty Berenguer, je travaille dans une structure qui s'appelle Grand Innov Plus, c'est une agence de développement économique de la région Grand Est. Au sein de cette agence, il y a un service qui s'appelle le service Commande Publique Grand Est, et le service Commande Publique Grand Est anime aujourd'hui le réseau Commande Publique Grand Est. L'objectif de ces réseaux, c'est de renforcer, il y a un objectif double. D'un côté, c'est renforcer les capacités des entreprises du Grand Est sur la commande publique, et de l'autre côté, nous avons aussi une mission de favoriser le dialogue public-privé. Alors, pour ce faire, donc, nous animons donc ces réseaux commande publique Grand Est. Au sein du réseau, vous y trouverez naturellement les services de la région Grand Est, aussi la plateforme régionale des achats de l'État en région Grand Est, les quatre chambres consulaires régionales, donc la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, la chambre de métier et de l'artisanat, et aussi, nous sommes très contents de pouvoir renforcer ces partenariats, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. À côté des chambres consulaires, nous avons aussi nos partenaires banquiers à la Banque des Territoires et aussi BPI France, qui a un service spécifique pour financer des avances quand elles sont nécessaires pour la réponse à certains types de marchés publics. Et nous avons aussi, donc, au sein du réseau, l'ensemble d'agences de développement économique de toute la région, ce qui nous permet d'aller vraiment au plus près des territoires et des entreprises de toute la région Grand Est. Alors, l'idée de ces régions, en fait, c'est d'avoir un petit peu une sorte de guichet unique, de fenêtre unique pour vous, entreprises et structures de l'ESS. Quand vous avez une question sur le marché public, que ce soit depuis l'identification jusqu'à la réponse, l'exécution, la facturation, donc vous avez via ces réseaux un certain nombre d'interlocuteurs qui sont là pour pouvoir soit vous donner une réponse indirecte donc, à cette question concernant la commande publique, soit vous orienter, vous faire la mise en relation avec l'acteur qui pourrait vous répondre au mieux concernant, comme je vous disais, toute question relative à la commande publique. Alors aujourd'hui, donc, ces référents, c'est ce que nous on appelle les points info commande publique. Ils sont en cours d'être déployés au sein de Grand Est, mais vous avez déjà donc sur cette slide quelques coordonnées des personnes, que ce soit de la Chambre de métier, de Grand Innov Plus, de la CCI ou aussi naturellement de la Chambre d'agriculture ou de la CRES, qui sont là pour pouvoir apporter des réponses et des orientations sur toute question relative à la commande publique. Et naturellement, c'est un service public qui est gratuit, mais à disposition de manière ouverte donc, à toutes les entreprises et structures du Grand Est. Voilà, ça c'était un petit peu la publicité donc par rapport au réseau commande public Grand Est que nous sommes en train de déployer. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de marché public, mais vraiment commencer pour faire un petit aperçu de qu'est-ce que c'est un marché public et comment faire quand on souhaite répondre pour la première fois. Ou pour la deuxième, mais en tout cas quand on ne connaît pas encore assez le sujet, comment faire pour répondre donc au marché public. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous parler tout d'abord de la notion de marché public. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est un marché public, qui passe des marchés.
Ensuite, une fois nous aurons déjà cette idée assez claire sur les marchés publics, on va parler ensuite de comment faire pour les identifier, concrètement où est-ce qu'on peut trouver ces marchés. Et finalement, une fois nous aurons déjà identifié le marché, on va analyser ensemble quels sont les critères qui doivent nous permettre de décider si une réponse de notre société est intéressante et pertinente ou pas vis-à-vis du marché. Et notamment, on va faire un focus sur les considérations sociales du marché qui pourraient vous intéresser. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'aperçu de ces matins. Si jamais vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, sachez que voilà, normalement, nous au sein de Rejoindre Polygraphe Test, on a un parcours un peu plus long qui va jusqu'à le dépôt de la réponse et jusqu'à la facturation du marché. Si jamais vous êtes intéressé, donc nous sommes à votre disposition pour organiser un deuxième atelier marché public en dehors des 48 heures de manière un peu plus approfondie. Voilà. Et je pense qu'on a prévu même un temps de questions-réponses à la fin des interventions. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit je ne sais pas, mais laissez via le chat que vous préférez qu'on véhicule les questions-réponses ou bien à la fin des interventions. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de nous interroger sur toute question relative à la commande publique. Voilà, donc je vais commencer déjà donc avec la définition de marché public. Tout d'abord, je souhaiterais vous dire qu'aujourd'hui, en France, nous avons la chance que depuis 2019, c'était le mois d'avril 2019, le législateur a décidé de compiler, de rassembler tous les textes relatifs à la commande publique, hein, tous les ordonnances, les règlements qui sont relatifs à la commande publique au sein d'un seul document qui est le code de la commande publique. Donc aujourd'hui, tous les textes qui organisent l'achat public, ils se trouvent dans ces codes et ça facilite vraiment la tâche et aux acheteurs et aux entreprises ou aux structures souhaitant répondre à ces marchés parce que dans un seul document, vous avez toutes les règles relatives à la commande publique. Naturellement, au sein de code, il y a un article qui nous dit qu'est-ce que c'est un marché public. Donc, un marché public, c'est un contrat qui est conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ça c'est vous, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou services, toujours en contrepartie d'un prix ou un équivalent. Alors, il y a trois notions clés de cette définition qu'on va décortiquer tout à l'heure. D'abord, c'est la notion de acheteur. Parfois, on pourrait penser qu'acheteur, ça se limite aux mairies, aux régions, aux départements, mais on va voir tout à l'heure que c'est une notion beaucoup plus large et qu'il y a beaucoup plus d'acteurs de ce qu'on pourrait imaginer a priori qui sont soumis aux règles de la commande publique et qui passent donc des marchés publics. Ensuite, il y a la deuxième notion très importante, c'est celle d'opérateur économique. On va vous en parler aussi un peu plus tard avec un focus sur le domaine de l'ESS, naturellement. Et finalement, la troisième notion qui est très importante, c'est qu'il doit y avoir naturellement une prestation des travaux de fourniture de services, mais toujours en contrepartie d'un prix. Ça, c'est une notion fondamentale. Dès qu'il y a la première centime d'argent public qui est dépensé en contrepartie donc des travaux de fourniture de services, on est dans le cadre de la commande publique et on parle déjà d'un marché public. Et c'est aussi cette notion de contrepartie et de réponse à un besoin de l'acheteur qui fait la différence entre les marchés publics ou ce qu'on appelle parfois appel d'offres, même si l'appel d'offres c'est juste une procédure, mais c'est ce qui différencie les appels d'offres dans le marché public des appels à projets. Dans les appels à projets, voilà, on n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans la même réglementation. Nous, on est vraiment dans des échanges économiques en répondant à un besoin de l'acheteur. Ça, c'est une notion déjà importante à retenir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la première notion à décortiquer de cette définition, c'est la notion d'acheteur public. Toujours dans le code, nous avons la réponse pour savoir qui est un acheteur public. Il y a trois grandes catégories d'acheteurs publics. Tout d'abord, il y a les personnes morales de droit public. Naturellement, ça c'est l'État, les ministères, les collectivités locales, les régions, départements, mairies, interco, etc. Donc tous les établissements publics qui nous viennent tout de suite à l'esprit, les acheteurs publics classiques quand on pense à la commande publique. Ensuite, il y a aussi les opérateurs de réseau.
ce sont des opérateurs tels que SNCF, comme EDF, comme Gaz de France. Voilà, tous ces acteurs, ils sont aussi obligés quand ils passent de marché à respecter les règles de la commande publique. Et finalement, et c'est là où il y a vraiment le spectre des acheteurs qui s'ouvre beaucoup, qui s'élargit beaucoup, c'est le cas des personnes morales de droit privé, dont soit l'activité est financée par un pouvoir adjudicateur, soit sa gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, ou soit l'organe d'administration de ces personnes morales privées est composé des membres désignés par un pouvoir adjudicateur. Ça ouvre beaucoup donc la possibilité de le spectre, comme je vous disais, d'acheteurs qui sont soumis au code. Un exemple très clair, c'est mon structure. Moi, je travaille, comme je vous disais tout à l'heure, pour une agence de droit local qui s'appelle Grand Innov Plus. C'est une agence de droit privé, mais étant donné que notre activité, que l'agence est financée par la région, donc par un pouvoir adjudicateur, nous sommes obligés de respecter les règles de la commande publique. Donc voilà, ça c'est les trois types d'acheteurs qui sont soumis aux règles de la commande publique et qui passent donc des marchés. Et comment ils font pour passer ces marchés? Donc, ils doivent respecter un code dont je vous ai présenté tout à l'heure, le code de la commande publique, qui est un code, et je vous ai mis ici le label de conformité européenne, parce qu'en fait, c'est un code qui vient de l'Union européenne, des textes européens, des directives et règlements européens, et c'est un texte donc qui est d'inspiration libérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands principes que tout acheteur doit respecter à n'importe quel moment de la procédure d'achat, ce sont des principes d'inspiration libérale. Donc, c'est l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès à la commande publique et la transparence des procédures. Ça, ce sont les principes basiques à respecter quand on est dans le domaine de l'achat public. Naturellement, il y a des côtés très positifs parce que ça permet, voilà, le fait qu'il y ait de la transparence de procédure, la liberté d'accès, la liberté de traitement, ça permet donc à tout le monde d'avoir les mêmes informations sur les marchés et sur comment profiter, bénéficier, pas profiter, mais comment faire pour répondre à un besoin financé par l'achat public. Donc voilà, il y a le côté positif de ces trois principes. Il y a des côtés qui sont pas si facilement compris, c'est qu'en fait aujourd'hui, on ne peut pas, dans l'état actuel de droit, réserver des marchés publics à des entreprises locales ou par des critères géographiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un marché qui est passé par la ville de Reims ou par la ville de Metz, n'importe quelle entreprise française, mais aussi européenne et encore étrangère, peut y répondre. On va voir que dans la pratique, je pense qu'après, voilà, les autres intervenants, ils vont aussi en parler. Il y a comme des astuces de manière pour faire en sorte que ce sont des entreprises locales, on va dire, qui répondent, mais on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état actuel de droit, réserver ces marchés à des entreprises par des critères géographiques. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu sur les grands principes que tout acheteur doit respecter aujourd'hui quand il passe à marché. Ensuite, autre obligation que l'acheteur doit avoir en tête, c'est le respect des objectifs de développement durable. Ça, c'est aussi quelque chose qui est prévu dans le code. Aujourd'hui, un acheteur public, au stade de la définition de besoin, donc quand il réfléchit sur le besoin auquel les entreprises devront répondre, il doit prendre en compte, il a une obligation de prise en compte des objectifs de développement durable pour les intégrer dans la définition de son besoin. Néanmoins, il y a quand même une limite. Déjà, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Et deuxièmement, la prise en compte de ces objectifs de développement durable, il faut qu'ils soient toujours liés avec l'objet du marché. Donc, il faut qu'il y ait toujours un lien avec l'objet du marché, avec le besoin auquel il doit répondre. Hein. L'objet principal d'un acheteur, c'est toujours de répondre à un besoin. Donc, il faut que quand il réfléchit à sa définition de besoin, il intègre donc ces objectifs, mais toujours en lien avec l'objet du marché. Concrètement, voilà, je vous ai mis ici quelques exemples de comment ces objectifs, ils peuvent
se transposer à la pratique dans un marché, voilà, que ce soit des objectifs qui tiennent donc, qui sont liés à l'accessibilité des personnes handicapées, à la promotion de l'économie circulaire, à des questions environnementales, etc. Voilà, ce sont des objectifs qu'il faut toujours avoir en tête quand on définit au stade de la définition de besoin. Au niveau un peu plus concret, certaines collectivités, je pense qu'après M. Lieto, du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui va intervenir tout à l'heure, vous en parlera, mais il y a, ça découle aussi sur ce qu'on appelle les SPASER, les schémas de promotion de l'achat responsable que certaines collectivités ont mis en place. Voilà, elles s'inspirent aussi un petit peu de cette prise en compte des objectifs de développement durable. Mais en tout cas, c'était pour vous dire qu'aujourd'hui, le code prévoit que même si l'objectif principal de l'acheteur, c'est toujours de répondre à un besoin, il faut aussi qu'il prenne en compte donc cette notion de développement durable quand il passe à l'achat. Voilà. Voilà, nous avons donc maintenant défini qu'est-ce que c'est un marché, qui peut passer à un marché, et maintenant on va voir comment faire pour identifier et pour sélectionner des marchés publics. Alors, il y a deux grands grilles qu'il faut avoir à l'esprit. C'est d'un côté la grille des obligations de publicité et d'un autre côté des procédures. Qu'est-ce qui nous indique ces deux grilles? Ces deux obligations de publicité, donc en fonction du montant du marché et du type d'acheteur, l'acheteur il aura une obligation plus ou moins forte de publicité, une obligation plus ou moins forte de publier le marché, en fonction, comme je vous disais, du montant de marché et du type d'acheteur. Deuxièmement, en ce qui concerne les procédures, c'est aussi la même chose. En fonction de la nature du marché, du type d'acheteur et du montant, la procédure qui sera appliquée pour attribuer ce marché, elle va être plus ou moins formalisée, plus ou moins simplifiée. De toute manière, moi, ce que je vous ai fait, parce que c'est écrit, il faut le lire ensemble, ce que je vous ai fait, c'est un deuxième slide avec vraiment les seuils à retenir pour les deux grilles. Tout d'abord, le premier seuil qui est très important à avoir en tête, c'est le seuil de 40 000 euros. En dessous des 40 000 euros, les acheteurs, ils peuvent passer des marchés de gré à gré, en direct, avec l'entreprise ou la structure qui répond à ces marchés. Ça veut dire donc qu'en dessous des 40 000 euros, il n'y a pas d'obligation ni de publier l'avis de marché, ni d'effectuer une mise en concurrence entre différentes entreprises ou structures. Alors, ça ne veut pas dire non plus que l'acheteur, il peut faire comme il souhaite. Il faut quand même que l'acheteur respecte trois principes. Déjà, la bonne utilisation du deniers public. Deuxièmement, la contractation systématique est interdite. Donc, on ne peut pas non plus avoir une collectivité qui passe les marchés de gré à gré, toujours avec le même opérateur économique, même si c'est en dessous des seuils. Et la troisième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'acheteur, il doit toujours choisir une offre qui répond à son besoin. Donc voilà, ça c'est quand même les trois limites qui encadrent un petit peu l'action de l'acheteur, même s'il a quand même beaucoup de liberté parce que, comme je vous disais, il peut passer les marchés en direct quand ils sont inférieurs à ces montants de 40 000 euros. Ça, c'est une faculté qui est l'acheteur, mais l'acheteur, rien ne lui empêche non plus de établir des seuils en interne à la collectivité. Ce sont des seuils que la collectivité ou que l'acheteur décide lui-même de mettre en place. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a une grande collectivité, on peut décider en interne que les marchés de plus de 4 000 euros ou de plus de 25 000 euros, même si la loi ne l'impose pas, on peut s'auto-exiger en tant qu'acheteur de faire une publicité. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, ne soyez pas étonnés si vous trouvez des avis de publicité des avis de marché, pour des marchés de moins de 40 000 euros, parce que l'acheteur, il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire. Voilà. Très bien. Deuxième seuil, les marchés qui vont entre 40 000 euros et 90 000 euros. Pour ces marchés, l'acheteur, il doit organiser une certaine procédure. C'est lui qui les choisit librement et c'est ce qu'on appelle les marchés à procédure adaptée.
Néanmoins, il a une contrainte, c'est qu'il doit publier le marché, l'avis de marché, sur le support de son choix. Donc, il peut publier le marché sur le profil acheteur de la collectivité. Il peut publier le marché sur la presse locale, sur le site Facebook de la collectivité, ou bien il peut juste afficher avec au panneau d'affichage physique de la collectivité. Donc, il est libre, mais il doit choisir un support de publicité. Troisième seuil, les marchés qui dépassent les 90 000 euros. Ces marchés-là, on est toujours donc dans des procédures simplifiées, c'est ce qu'on appelle les marchés procédures adaptées, mais néanmoins, là, la publicité qui doit être effectuée par l'acheteur, elle doit se faire obligatoirement aussi sur le bulletin officiel marché public qui est annexé au journal officiel de la République française. Donc, il y a cette publication OBOAMP qui est obligatoire par l'acheteur. Et finalement, le deuxième seuil dont je voulais vous parler, ce sont les seuils au-dessus des seuils européens qui varient. Vous les avez dans la diapositive précédente, mais en fait, ils varient en fonction de marché, si c'est fourniture, services ou travaux. Mais en tout cas, en dessus de ces seuils, là, on n'est plus dans le cadre des procédures simplifiées. Là, on est vraiment dans le cadre des procédures formalisées, donc des procédures qui sont listées dans le Code de l'ordre public. La plus connue de toutes, c'est l'appel d'offres, mais il y a aussi l'appel d'offres restreint, le marché négocié, le délai compétitif. Il y a plusieurs procédures. Et en tout cas, dans ces cas, l'acheteur, il est obligé aussi de publier le marché donc au BOMP, au journal officiel, mais aussi au supplément de marché public de journal officiel de l'Union européenne. Ça s'est fait donc pour respecter cette liberté d'accès à la commande publique, donc comme je le disais, par toute entreprise ou tout candidat de toute l'Union européenne ou même d'ailleurs de l'Union européenne. Voilà, ça ce sont les 4 seuils importants à retenir. Le tout dernier que je voudrais évoquer aussi, c'est en fait c'est une expérimentation qui a été lancée il y a quelques années, c'est l'expérimentation achat innovant qui permet donc à l'acheteur public de passer un marché de gré à gré, donc sans publicité ni mise en concurrence, jusqu'à 100 000 euros. Donc on relève c'est celle de 40 000 à 100 000 dans les cas quand il a en face de lui une entreprise ou une structure qui propose une solution innovante. Quand il y a donc une innovation, l'acheteur il peut se passer donc des procédures de publicité et de mise en concurrence et peut acheter de gré à gré. Ça, c'était une procédure qui était expérimentale, qui arrivait à échéance à la fin de l'année, de cette année, mais récemment, Bercy a annoncé qu'elle va être pérennisée. En tout cas, pérennisée ou prolongée, mais en tout cas, voilà, c'est une procédure qui va poursuivre. Donc, si vous avez des solutions innovantes, que ce soit des innovations technologiques, des procédés ou d'autres types d'innovations, parce que là, il y a quand même une marge de manœuvre assez large pour un faisceau d'indices qui permet à l'acheteur d'avoir une marge de manœuvre quand l'appréciation du caractère innovant de la solution. N'hésitez pas donc à vous approcher des acheteurs pour voilà, pouvoir profiter de cette expérimentation et de ces achats qui sont passés sans publicité ni mise en concurrence. Voilà, maintenant, je vous ai parlé des seuils. Donc, vous savez, en fonction de seuil, quelle publicité va être établie. Mais j'aimerais vous parler concrètement comment on fait quand on est une structure de l'ESS et on souhaite répondre à un marché public, comment on fait pour les trouver. Alors, je vous ai mis un exemple, un cas pratique. J'ai mis le cas de Strasbourg, c'est la ville où j'habite, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle ville de France pour vous montrer que quand on est une structure de l'ESS ou une entreprise et on souhaite identifier les différents acheteurs avec lesquels on pourrait éventuellement travailler, c'est pas toujours très évident. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les acheteurs publics, ils sont obligés à partir de 40 000 euros, de publier les avis d'appel d'offres sur ce qu'on appelle dématérialiser les procédures. Donc, de disposer d'un site web, d'un profil acheteur, Internet, une plateforme Internet, sur laquelle l'acheteur publie les informations sur le marché et réception les réponses. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir toute l'information sur Internet, mais la difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une obligation pour les acheteurs de publier tous sur le même profil.
Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une multitude de profils acheteurs différents qu'il faut aller regarder individuellement pour faire une veille exhaustive. Donc aujourd'hui, si on se met à Strasbourg, une entreprise qui souhaite travailler donc dans un périmètre autour de la ville, elle doit consulter le profil acheteur de la région Grand Est, le profil acheteur du Parlement européen, qui publie aussi le marché, le profil acheteur de certaines villes comme la ville de Schiltigheim qui ont fait le choix de publier dans un endroit, dans une plateforme à part. Après, heureusement, il y a des plateformes mutualisées comme un marché public. Il y a aussi X marché dans notre territoire du Grand Est qui en fait regroupe un certain nombre de collectivités du territoire qui sont mis d'accord pour publier toutes sur le même site, donc sur le marché public. Mais encore une fois, c'est pas une plateforme qui soit exhaustive parce qu'il y a certaines collectivités qui ne publient pas là-dedans. Il y a aussi la plateforme des achats de l'État, donc pour tout ce qui relève des services de l'État, il faut aller regarder chez Place. Il faut aussi consulter la plateforme, le supplément marché public dont je vous parlais tout à l'heure, du journal officiel de l'Union européenne, ou encore le Conseil de l'Europe qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. Il publie aussi des marchés qui peuvent intéresser les entreprises de Strasbourg sur une plateforme à part. Ou le bailleur social de leur métropole, il a encore une plateforme à part. Naturellement, il faut toujours consulter le supplément marché public du journal officiel de la France. Et encore une fois, il y a d'autres structures comme le rapport de Strasbourg qui ont fait le choix de publier dans une plateforme propre. Bref, c'est pas évident aujourd'hui d'organiser une veille exhaustive quand on est une société ou une structure de taille petite ou moyenne et on souhaite tout simplement identifier et être à jour de tous ces marchés. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais nous avons quand même une bonne nouvelle parce que depuis un an, dans le cadre donc du Business Act Grand Est, la région Grand Est a mis en place un agrégateur d'avis d'appel d'offres. C'est ce qu'on appelle apogée.org. C'est une plateforme internet gratuite qu'on a mis en place il y a un an, environ un an, qui vous permet donc juste en mettant de mots-clés et en choisissant sur quel département vous souhaitez travailler, d'identifier automatiquement tous les avis de marché, tous les avis d'appel d'offres dont le lieu d'exécution se passe sur le Grand Est. Donc, juste en mettant ces mots-clés et en identifiant le territoire, vous avez accès à tous ces profils dont je vous parlais tout à l'heure. Vous les trouvez tous sur une seule plateforme qui s'appelle apogée.org. C'est pas un profil d'acheteur, c'est un agrégateur d'avis d'appel d'offres. Donc, quand vous trouvez ici le marché qui vous intéresse, vous cliquez sur le lien que nous vous proposons et ce lien, il vous amène sur le profil d'acheteur officiel de la collectivité. L'avantage aussi avec Apogée, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme et de manière gratuite et comme ça, vous pourrez automatiser une recherche avec des mots-clés et recevoir dans votre mail automatiquement dès qu'il y a une alerte de marché qui vous intéresse. Donc, ces marchés, vous le recevez dans votre boîte mail. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil à projet.org, à vous créer les comptes. En plus, en sachant que dans une V2 qu'on est en train de finaliser avec la suite informatique qui nous a développé l'outil, on est en train de travailler pour faire en sorte que les marchés donc, qui ont des considérations environnementales ou sociales, ils soient aussi mieux identifiés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pas on ne peut pas encore les identifier dans les critères de recherche, mais on est en train de travailler pour faire en sorte que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mis à part les mots-clés, vous pouvez aussi choisir ces critères environnementaux sociaux comme critères de recherche d'un marché. Alors, pour terminer donc ces chapitres sur la veille de marché, je voudrais juste vous donner deux conseils à vous, opérateurs économiques. Deux conseils très simples. D'abord, c'est important de connaître. C'est important de connaître les marchés. Donc déjà de faire une cartographie des acheteurs. Il faut que vous regardez dans le périmètre autour de votre société quels acheteurs publics, avec quels acheteurs publics vous serez susceptible de travailler. Et une fois que vous avez cartographié ces acheteurs, ça vous permettra déjà d'identifier les marchés, surtout les marchés au-dessus des seuils, au-dessus des 40 000 euros. Comme je vous disais tout à l'heure, les acheteurs ils ne sont pas obligés de publier des avis d'appel d'offres. Donc, pour ces marchés qui ne sont pas publiés, le fait de savoir quels acheteurs avec quels acheteurs vous serez susceptible de travailler, ça vous permet donc parfois de vous adresser à eux, de dire écoutez, est-ce que
vous avez des consultations, vous avez des projets d'achat, des intentions d'achat qui ne seront pas publiés parce que voilà, les marchés seront en dessous des seuils. Comme ça, vous pouvez faire une recherche vraiment exhaustive. Deuxième conseil que je vous donne, deuxième conseil que je voudrais vous donner dans ce domaine de connaître un petit peu les marchés, c'est d'essayer de faire en sorte de connaître les intentions d'achat. Les marchés publics, la réponse au marché, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Donc, un conseil que je vous donne, c'est faites attention, essayez de trouver les intentions d'achat. Aujourd'hui, encore une fois, dans cette V2 que nous sommes en train de mettre en place de manière progressive sur Apogée, nous venons de mettre en place cette semaine un module d'intention d'achat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur apogée.org, à côté donc de la recherche des avis d'appel d'offres qui sont déjà publiés, vous avez aussi un onglet sur lequel vous pouvez chercher les intentions d'achat des collectivités. Voilà. Maintenant, petit à petit, on va en avoir un peu plus des intentions qui vont être publiées, et ça vous permet de savoir donc dans les 6 prochains mois ou dans les 12 prochains mois, quels marchés ont été budgétés ou en fait sur quels investissements ou sur quels projets la collectivité en question, l'acheteur en question, va probablement publier le marché. Comme ça, vous pouvez anticiper la réponse et éventuellement vous rapprocher d'un acheteur pour, ça c'est le deuxième grand bloc, le deuxième grand conseil que je voulais vous parler, pour vous faire connaître. C'est quoi pourquoi vous devriez vous faire connaître d'un acheteur public? Si vous mettez la place d'une collectivité, dans une grande collectivité, dans un département, une grande mairie ou une grande métropole, naturellement, il y a beaucoup de services et naturellement, il y a des services techniques et des acheteurs qui sont spécialisés sur des secteurs, des segments d'achat. Donc, ça veut dire que la personne qui va écrire le marché concernant les lampadaires, c'est quelqu'un qui connaît vraiment, qui est un technicien qui connaît, un spécialiste de ce domaine-là, ou c'est lui qui va passer le marché pour avoir de prestations de communication, c'est quelqu'un qui connaît en tout cas le marché de la communication. Par contre, quand on s'est mis à la place des collectivités de taille plus petite, avec moins de personnel, on se rend compte que la même personne qui doit passer un marché pour les lampadaires, le lendemain devra passer un marché pour des prestations alimentaires ou bien pour des prestations de communication. Alors cette personne, naturellement, elle connaît pas, peut pas connaître tous les opérateurs économiques du secteur d'achat concret sur lequel elle passe le marché. Donc, c'est vraiment une bonne démarche de vous présenter, de vous faire connaître, de présenter aux acheteurs vos solutions. Naturellement, toujours en dehors d'un marché. Ça, c'est en amont ou en aval d'un marché. Jamais pendant la consultation, parce que là, il faut traiter tous les candidats au même niveau, avec une égalité. Mais en amont d'un marché, n'hésitez pas à aller sonner chez un acheteur. Écoutez, nous sommes une société de ce territoire, nous proposons cette solution, est-ce que peut-être ça pourrait vous intéresser plus tard, est-ce que ça pourrait répondre à un besoin que vous auriez? Voilà, c'est quand même important que vous faites cette démarche de sourcing. Et aux manières de la faire aussi, c'est via la réponse à des appels à projets. C'est aussi un moyen de vous faire connaître auprès des acheteurs et comme ça, peut-être dans une consultation ultérieure, l'acheteur public, il aura en tête un petit peu la prestation que vous avez proposée et il pourra voilà, la formaliser dans le cadre d'une procédure d'achat. Un autre outil qui est important et qui est à votre disposition aussi pour faciliter cette démarche de sourcing, de vous faire connaître auprès des acheteurs, c'est Grand Tester. C'est un dispositif qui est animé par l'agence de laquelle je fais partie, par Grand Tenor Plus, et ça vous permet, donc, quand vous avez une solution qui soit innovante, d'expérimenter cette solution auprès d'un acteur public. On est en dehors ici des achats, on est juste dans un cadre d'expérimentation, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de contreprestation, mais ça vous permet de tester votre outil auprès d'une collectivité pour l'affiner et pour éventuellement plus tard transformer cette expérimentation dans un achat avec une procédure, avec la procédure adéquate. Voilà, ce sont les deux conseils que je voulais vous transmettre. C'est important de connaître les marchés, mais c'est encore plus important, c'est au même niveau d'importance, de se faire connaître et vous faire connaître auprès des acheteurs publics.
Et voilà, le dernier chapitre que je voulais traiter avec vous, donc, c'est une fois on a identifié le marché, comment on fait pour analyser si la réponse à ces marchés elle est pertinente ou pas. Est-ce que ça vaut la peine qu'on réponde au marché ou pas? Tout d'abord, pour le savoir, il faut se pencher vers l'analyse du dossier de consultation des entreprises. Ça, c'est un dossier qui est mis toujours à disposition gratuitement sur le profil acheteur de l'acheteur public. Et c'est le dossier qui contient tous les documents qui sont nécessaires pour répondre à la consultation. En fonction de type de procédure, si c'est une procédure formalisée, donc simplifiée, une procédure adaptée, donc simplifiée, ou une procédure formalisée, les pièces de cette DCE, de cette consultation, elles peuvent varier. Mais grosso modo, vous trouverez toujours quelques-unes, en tout cas, des pièces suivantes. Tout d'abord, la première, celle qui est vraiment la pièce maîtresse, un petit peu le mode d'emploi du marché, c'est le règlement de consultation, le RC. C'est la pièce qu'il faut toujours ouvrir en premier. C'est celle qui vous indique vraiment quel est l'ordre, qu'est-ce que vous devez faire pour répondre au marché. Donc, c'est le RC qu'il faut ouvrir en priorité. Deuxièmement, vous pouvez trouver les cahiers clauses techniques particulières. C'est le document sur lequel l'acheteur il précise au niveau technique de quoi il a besoin, à quelle problématique technique vous devez répondre. Troisièmement, il y a souvent le cahier des clauses administratives particulières. C'est un document qu'il faut faire attention parce il, il explique quelles sont les conditions administratifs et contractuels que vous devez accepter pour répondre donc à ces marchés. Donc c'est important. On parle ici des pénalités différents types de pénalités qui peuvent être prévues, mais aussi différents types de conditions d'exécution administrative particulières du marché. Autre type de documents, ce sont les formulaires de prix pour régler toutes les questions financières de votre offre. Et finalement, il y a l'acte d'engagement. Donc, c'est le document pour lequel vous vous engagez donc à respecter les conditions de votre offre et les conditions surtout qui sont demandées par l'acheteur. De plus en plus, l'acte d'engagement, il est demandé qu'au stade de l'attribution parce qu'on est vraiment euh, dans une dynamique d'alléger, de simplifier l'accès à la commande publique et de simplifier les procédures aussi. Et donc, l'acte d'engagement, très souvent, maintenant, il est demandé que si vous êtes attributaire. Une fois que vous êtes attributaire, vous demande de signer cet acte d'engagement. Néanmoins, pour tous ces documents, si jamais il y a des imprécisions, il y a des questions, parfois il peut y avoir des documents qui se contredisent, surtout sur les marchés qui sont très techniques, n'hésitez pas à questionner l'acheteur, à vous diriger à l'acheteur via le module questions-réponses qui est toujours prévu sur le profil acheteur. Ça vous permet donc de résoudre ces petits décalages, ces incompréhensions, ces imprécisions qu'il peut y avoir, sur les documents d'un marché, en sachant que, étant donné qu'on est dans une procédure, parce que là, on est vraiment dans la procédure d'achat, et qu'il faut respecter toujours les trois principes d'égalité, de transparence et de liberté d'accès à la commande publique. Quand vous envoyez des questions, des questions à l'acheteur et vous recevez une réponse dans le cadre d'une consultation, et votre question et la réponse, elles seront visibles par n'importe quelle entreprise qui souhaite aussi répondre au marché. Comme ça, tous les candidats, ils ont le même niveau d'information et il n'y a pas d'inégalité. Voilà. Donc ça, c'était pour l'analyse de cette consultation des entreprises pour voir si une réponse elle est opportune ou pas. Mais étant donné que vous êtes une entreprise donc, de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est important que vous analysez aussi le volet social du marché. Je vous ai mis ici ces petits symboles, ces bonhommes, qui est l'indicateur que vous trouverez dans la plupart des profils acheteurs pour signaler que le marché, en l'occurrence, il contient des considérations sociales. Alors, il y a deux grandes familles de marchés. Ça, Monsieur Liotto, après, il va vous en parler plus en détail. Mais il y a d'un côté les marchés qui sont réservés à un certain type de structures, donc aux entreprises adaptées et aux ESAT, aux structures d'insertion par l'activité économique ou aux entreprises de l'OSS. Ce sont des marchés auxquels, voilà, juste les entreprises, les structures qui répondent donc à ces conditions, ces trois typologies, ils peuvent y répondre. Dans la pratique,
On trouve souvent des marchés réservés aux entreprises adaptées aux ESAT, aux structures d'insertion par l'activité économique, peut-être qu'on en trouve un peu moins, et aux entreprises, des marchés qui soient réservés que aux entreprises de l'OSS. Moi, je n'ai pas beaucoup trouvé. Donc, je ne sais pas. Après, voilà, les autres acheteurs, si jamais il y a des acheteurs aussi parmi l'audience, ils pourront nous en parler, mais voilà, ils sont pas encore très fréquents, ces marchés réservés aux entreprises de l'OSS. Mais voilà, ça c'est pour le marché réservé. Ensuite, nous avons les marchés qui sont ouverts à tout type de structures d'entreprise qui sont en mesure de répondre. Pour ces marchés qui sont ouverts, pour identifier donc le volet social du marché, il y a trois points qu'il faut regarder de près. D'abord, les critères d'attribution. Les critères d'attribution peuvent contenir des considérations sociales, environnementales, etc., qui permettent à l'acheteur donc de noter votre offre, les offres des entreprises candidates, donc en fonction de la réponse à ces critères. Néanmoins, aujourd'hui, ces critères, ils doivent toujours avoir un lien étroit, être liés à l'objet du marché. Ça veut dire qu'on ne peut pas noter la politique RSE de manière générale de l'entreprise si on ne peut pas démontrer qu'il y a un lien entre ce que nous, cette exigence et l'objet du marché. Parce que, encore une fois, l'objectif principal d'un acheteur, c'est répondre aux besoins. Donc, il faut que ces critères d'attribution ils soient liés à l'objet de marché et qu'ils soient proportionnés à la valeur aux objectifs de marché. Ça, c'est un petit peu la limite quand on parle de ces critères d'attribution. Deuxième élément qu'il faut regarder, ce sont les conditions d'exécution. Là, on ne parle plus de l'attribution, ce sont des conditions qu'il faut respecter impérativement pour quand on est dans le domaine de l'exécution de ce marché. Il y a de plus en plus des conditions d'exécution qui peuvent être multithématiques, qui sont toujours, encore une fois, liées aussi à l'objet de marché, mais qui peuvent être liés, voilà, mais peuvent avoir en compte des critères sociaux ou environnementaux. Donc, regardez bien le détail de ces conditions d'exécution dans le document de consultation. Et finalement, il y a aussi encore un autre point pour les marchés ouverts qui pourrait vous permettre, donc à vous, structure de l'ESS, de vous démarquer face à vos concurrents. C'est le cas des variantes. Les variantes, ce sont des offres alternatives qui doivent être au moins aussi performantes que la solution décrite initialement par l'acheteur, mais qu'en fait, voilà, avec les variantes, ça vous permet à vous de proposer quelque chose d'alternative pour pouvoir un petit peu vous démarquer. Il faut arriver toujours à remplir le besoin qui est exprimé par l'acheteur, mais vous pouvez proposer une variante, une réponse variante, qu'elle soit technique, qu'elle soit la variante financière, qu'elle soit environnementale ou sociale, ou encore administrative. C'est une manière, à notre parcours, on va dire, pour arriver à la solution qui est au besoin, à répondre au besoin qui est décrit par l'acheteur. Donc voilà, ces trois points, n'hésitez pas à les regarder en détail quand vous consultez un de cette consultation pour voir si vous pouvez répondre de manière un peu plus, pour mettre un peu plus en valeur vis-à-vis des entreprises classiques. Voilà, je vous ai laissé aussi une petite grille d'aide à la décision pour voir si les caractéristiques de marché répondent ou sont équivalentes, on va dire, aux caractéristiques de votre entreprise pour voir si ça match et donc si la réponse elle est pertinente ou pas. Et finalement, je vais terminer avec un peu de publicité. Voilà, il y a plusieurs outils que nous, au Centre de réseau Commande Publique Grand Est, nous vous mettons à disposition pour vous faciliter dans l'accès à la commande publique. D'un côté, Apogée, je vous en ai assez parlé, mais nous avons aussi sur notre site commande publique-grand Est un guide pratique qui vous permet d'avoir tous les détails pour savoir comment faire pour répondre à une consultation. Et nous avons aussi travaillé il y a un an sur un guide de bonnes pratiques à destination des acheteurs dans lequel voilà, on a rassemblé plusieurs bonnes pratiques, notamment sur ces domaines socio-environnementaux, pour pouvoir les inclure quand on passe des marchés publics de travaux. Nous proposons aussi différents événements.
un cycle de masterclass avec des grands témoins sur les questions de la commande publique. Le prochain aura lieu lors du 360 Grand Test du 7 décembre à Strasbourg en présentiel. Et ce sera une masterclass consacrée au plan national de transformation numérique de la commande publique. Voilà, c'est le 7 décembre. Vous trouvez toutes les informations sur notre site commandepublique.grandtest.fr, soit sur le site de 360 Grand Test. Et finalement, nous avons aussi des ateliers pratiques que nous organisons au cours de l'année. Les prochains, voilà, vous les avez ici, hein, un webinaire de sensibilisation sur la commande publique. On va en faire encore un autre sur Apogée. Et nous avons aussi, donc, au long de l'année, des dates sur des ateliers pratiques qui portent sur la question de la facturation électronique de Chorus Pro. Donc voilà, moi j'ai terminé ici, vous avez mes coordonnées et je suis naturellement à votre disposition pour toute question à laquelle je pourrais répondre. Merci beaucoup. Un grand merci, hein, Marty, pour cette présentation très concrète. Je vais remettre les coordonnées dans le chat. Voilà, c'était très concret. Moi, ce que j'en retiens, c'est notamment qu'il y a très, très peu de marchés réservés à l'ESS, de la part des acheteurs publics. Et justement, Monsieur Liotto nous a mis dans le chat une petite remarque, justement, quelques pistes de réflexion autour de cette problématique, par exemple le manque de connaissance de l'offre de service des structures de l'ESS. Donc, c'est bien aussi à ça que sert l'événement des 48 heures de l'achat responsable et ce webinaire qui a pour thématique la commande publique responsable. Donc, justement, pour enchaîner, je passerai la parole à Monsieur Liotto, donc Christophe Liotto, qui est chargé de projet insertion au service de la commande publique du département de Meurthe-et-Moselle, qui va donc nous parler justement de ce volet responsable de la commande publique. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est une commande publique responsable? Monsieur Liotto. Dans le prolongement de l'introduction très large sur la commande publique qu'a pu faire Marty Berenguer, moi j'interviens spécialement au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. J'ai un poste un petit peu particulier qui me permet et me met dans l'obligation de faire le lien entre la plupart des services acheteurs de notre collectivité, donc notre collectivité qui achète à peu près pour 95 millions d'euros par an, et puis 6 facilitatrices qui interviennent sur l'ensemble des territoires du département, qui sont également chargées de développement. Le but de ce positionnement au sein de la commande publique, c'est justement de maximiser l'effet de la commande publique au service de l'insertion, puisque c'est une mission qu'a le département et dont le département de Meurthe-et-Moselle s'est largement emparé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc en structurant et en finançant 7 postes dédiés à cette mission. Et à la fois en parallèle et dans le prolongement de cette mission, j'ai été amené, au cours des 18 derniers mois, à participer à l'élaboration du schéma d'achat responsable de la collectivité, qui est une approche structurante de notre commande publique, une forme de formalisation de la commande publique responsable par le département, avec son contexte, ses limites, ses obligations. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu brièvement, non pas par le menu, mais surtout en termes de réflexion logique, comment on en est arrivé à structurer notre démarche d'achat et puis comment on l'a mise en place. Voilà, donc c'est une relecture qui est à la fois stratégique et opérationnelle. Stratégique parce que quand on veut mener une action, il faut voir les choses dans l'espace et dans le temps, donc avec un petit peu de hauteur. Et opérationnel, parce que si on est trop éloigné du terrain et si on ne prend pas en compte les réalités du terrain, les réalités des acheteurs, les réalités des opérateurs économiques, on pond un document qui est très joli à l'affichage, mais qui ne résout rien. Ce n'était pas notre propos. Donc, je vais reprendre la suite de la présentation de Marty Berenguer sur la commande publique durable ou responsable, avec les définitions qui en sont données. Donc, une commande publique durable, elle intègre évidemment des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social et le développement économique. On a là les 3 piliers du développement durable, donc l'axe social, développement humain, l'axe environnemental, transition écologique, et le développement économique, puisque rien ne se fera si les opérateurs économiques, en particulier locaux, même si on a vu qu'on ne pouvait pas réserver en local, en l'espèce, sont absolument indispensables dans ce cercle vertueux-là.
Une commande publique durable, elle va prendre en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat, c'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est à la fois la collectivité, les différents éléments de la collectivité, mais l'ensemble du territoire avec ses opérateurs sociaux, ses demandeurs d'emploi, pour le coup, parfois, et puis ces entreprises classiques, mais aussi entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et je fais juste une petite parenthèse sur cette entreprise de l'ESS pour vous rappeler, mais vous le savez puisque vous en êtes vous-même les représentants en partie, elles sont extrêmement hétéroclites et hétérogènes. On a des grandes et des petites structures. On a des structures qui relèvent du travail adapté. On a des structures qui relèvent du secteur de l'insertion par l'activité économique. Et on a des secteurs de l'ESS au sens large, avec parfois des MJC, parfois d'autres opérateurs qui sont très différents, à la fois par leur localisation, leur taille, leur mission, leur métier, mais aussi leur organisation interne, notamment leur encadrement, et puis les obligations liées à l'insertion qu'ils ont sur leur personnel. Sur la commande publique durable, donc elle permet de réaliser normalement des économies dites intelligentes au plus près du besoin et qui incitent à la sobriété. On retrouvera le terme de sobriété plus loin, en termes d'énergie et de ressources. S'il y a une posture qui n'est pas dans les éléments législatifs, c'est le terme de sobriété, mais toute notre réflexion et tout ce que nous essayons de mettre en place vise à adopter une sobriété la plus heureuse possible. Et enfin, une commande publique durable, elle intègre toutes les étapes du marché, de la vie du produit ou de la prestation. On y reviendra ensuite. Qu'est-ce qu'une commande publique durable ou responsable? Les objectifs avaient été posés par le Plan national d'achat durable 2015-2020. Donc, à l'horizon 2020, les obligations qu'avait porté l'État vis-à-vis des collectivités territoriales, c'était que 30% des marchés publics devaient avoir une disposition environnementale, 25% une disposition sociale, et que tous les marchés devaient faire l'objet initialement d'une analyse approfondie concernant les objectifs de développement durable. Comme l'avait dit très justement Marty Berenger, c'était une obligation de moyens et non pas de résultats. Et je vais mettre en perspective cette obligation de moyens avec le contexte juridique de la commande publique et des collectivités qui, au regard de la Constitution, ont la possibilité de s'administrer librement. Donc on voit que les choses, autant elles sont très hétéroclites au niveau des opérateurs économiques de l'ESS, autant au niveau des collectivités, elles vont l'être également. On va avoir des petites communes où vous avez un maire à temps partiel et un agent administratif qui va être polyvalent à temps partiel, et vous avez à l'autre opposé des très grosses collectivités qui achètent plusieurs centaines de millions d'euros et qui ont des services de commande publique avec plusieurs dizaines de personnes à leur effectif. Évidemment, c'est une organisation qui influe sur les moyens qui vont être dédiés pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, le ministère de la Transition écologique et solidaire a revu le plan national d'achat durable, a proposé une première évolution qui devrait être adoptée définitivement d'ici la fin de l'année, avec une rehausse de ces objectifs et une refonte de certains objectifs qui n'auront pas été atteints, puisque vous le voyez, 60% des organisations publiques sont signataires de la charte pour l'achat public durable. Cette charte devait être proposée par le ministère et elle n'a jamais été publiée. Voilà. Donc, petite remise à jour. Et dans le document qui a été proposé à la relecture des collectivités locales à l'été, donc avant une dernière remise à jour et une adoption en fin d'année, ce qui était indiqué, c'est qu'on avait à peu près 15%, alors c'est une très grosse moyenne, de marchés publics qui avaient une disposition environnementale et un peu plus de 12 sur une disposition sociale. Donc, pris en compte le caractère hétéroclite des collectivités et des acheteurs publics, on était très largement en dessous des objectifs qui étaient assignés par ce plan d'action. Pour faire simple, une approche marché par marché, donc ça reprend une fois de plus la présentation de Marty Berenger. Un marché public comporte d'abord une disposition sociale. Si l'objet du marché comporte une disposition sociale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter en fait une prestation d'insertion
qui aura comme support une activité annexe. Cette activité annexe, ça pourrait être du nettoyage de locaux, de l'entretien d'espaces verts, un travail administratif quel qu'il soit. Donc on est vraiment sur l'objet du marché, c'est une prestation d'insertion. Ensuite, on a le principe de réservation. Donc le marché est publié comme l'ensemble des marchés sur les différentes plateformes d'achat. Par contre, seules les collectivités, seuls les acheteurs qui ont un agrément ou une structuration peuvent répondre à certains marchés. Donc, soit on réserve un marché aux structures de l'activité économique, soit on réserve un marché aux structures du travail adapté, soit on réserve un marché de services aux structures de l'économie sociale et solidaire. Petite innovation liée à la loi ASAP promulguée l'année dernière, on peut maintenant réserver un marché de manière indifférenciée ou aux structures de l'activité économique ou aux structures du travail adapté. À ma connaissance, on est encore très peu à avoir proposé ce type de réservation indifférenciée, tout simplement parce que l'offre de service doit être connue en amont. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis parce que les réalités économiques des structures de l'insertion et du travail adapté ne sont pas les mêmes non plus. Donc un marché public comporte une disposition sociale si la dimension sociale est prise en compte dans les conditions d'exécution du contrat. C'est-à-dire qu'on va aussi poser une clause sociale en termes de conditions d'exécution. On va obliger l'entreprise attributaire à réserver un certain nombre d'heures liées à l'exécution du marché à des personnes en situation de difficulté pour l'accès à l'emploi, avec différentes modalités. C'est la mesure, on va dire, qu'on va retrouver le plus dans la disposition sociale des marchés. Et puis enfin, on peut compléter la condition d'exécution de critères d'attribution. C'est-à-dire qu'on va, dans les critères de notation, prendre un pourcentage et juger l'offre de la candidature de l'entreprise sur ce qu'elle peut faire pour l'insertion. Que ce soit en termes de réservation à des personnes en difficulté par rapport à l'accès à l'emploi, ou que ce soit dans la qualité d'accompagnement ou on peut mettre en place pour pérenniser cet accès à l'emploi. Sur les dispositions environnementales, donc la disposition environnementale, on va la retrouver aussi dans les conditions d'exécution, donc dans les spécifications techniques, donc on va mentionner des écolabels par exemple. On va retrouver aussi la disposition environnementale dans l'objet du marché. Alors là, c'est un petit peu particulier. L'objet du marché, par exemple, dans la construction d'un collège, la construction du collège va être posée en termes de collège avec un label Passive House ou économie d'énergie. Voilà, on voit bien que c'est la forme, l'objet du projet de marché qui est lui-même le reflet d'une dimension environnementale. Ça veut dire que la réflexion sur cette dimension, elle doit être très en amont. Et cette notion d'amont et d'anticipation, on y reviendra. Enfin, on va retrouver aussi les critères d'attribution avec des clauses contractuelles et puis des notions d'exigence en matière de performance sur les matériaux. Concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe la plupart du temps marché par marché. Dans les collectivités ou dans les structures publiques, chaque direction, chaque service, chaque département va avoir une approche personnelle ou individuelle. Donc en fonction de son niveau de connaissance à la fois de ce qui est de l'environnement, de ce qui est du social, de ce qui est aussi de l'offre de services sur son territoire. Donc sa sensibilité à ces enjeux, on est tous différents, et si on n'a pas d'action pédagogique, de sensibilisation qui est portée par la structure, eh bien évidemment la réponse elle va être individuelle à cette sensibilité. Chaque direction, chaque service va avoir aussi son enveloppe budgétaire, donc tout ce qui va être peut-être variante qui coûte un peu plus cher, si on veut acheter plus durable et si on a des offres qui proposent un matériau qui est plus durable mais qui coûte plus cher, si c'est au-delà du budget de la direction, ça ne va pas passer. Et puis la disponibilité. Ne pas oublier que ces dernières années, l'État
Alors, je ne vais pas accuser l'État en particulier, mais le fait est que la réduction des dotations aux collectivités a mis une forte pression sur les personnels des collectivités, en particulier les personnels administratifs. Et le temps disponible à la réflexion, au travail transversal entre acheteurs et techniciens, a été fortement réduit. Donc, tout ce contexte fait que la réponse va être individuelle. On voit bien cette approche, elle a une limite. D'abord parce que on va obtenir un résultat marché par marché. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on aura peut-être 15-20% de marché avec une clause sociale ou environnementale, mais on ne verra le résultat qu'à l'issue d'un exercice. Et si on veut obtenir ces résultats, à ce moment-là, il faut prendre les choses à l'inverse. Il faut prendre contact avec ces services et puis piloter une démarche, l'animer et évidemment l'évaluer. Donc tout ça, tout simplement, ça s'appelle construire une feuille de route commune, partagée, et ça prend la forme de ce qui est proposé en termes d'obligations par le Code de la commande publique, mais vous avez vu que je ne vous parle pas, moi, d'obligations, je vous parle sens, organisation administrative et pragmatique. Et donc, la réponse à ce besoin de structuration d'achat public durable, c'est l'élaboration d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc, c'est un SPASER, et c'est ce que nous avons, nous, collectivité du département, mais nous n'étions pas les premiers en Grand Est, adopté en fin d'année dernière. Comment rendre cette commande publique plus responsable? En termes de fondamental, il faut une volonté partagée. Ça paraît évident, mais je préfère le dire en amont. Il faut à la fois un portage politique, puisque nous sommes, nous, agents des collectivités, nous devons rendre compte à nos exécutifs. Et puis, il faut que le portage administratif et technique soit fort, c'est-à-dire qu'il faut que toute l'administration valide ce projet, donc c'est les directions générales. Et puis technique, il faut aussi que le portage au niveau des services, il soit pris en compte. Parce qu'une fois de plus, si on n'a pas le temps et si les gens ne sont pas partie prenante, on ne va pas plaquer une feuille de route qui sera juste un document très, très gratuit. Pourquoi structurer et pourquoi avoir un SPASER? D'abord, il est important et même essentiel d'avoir des connaissances. Connaissance de l'offre de service, connaissance des besoins d'achat. C'est ce qui a été dit précédemment, je ne le reprends pas. C'est une évidence. Un schéma d'achat responsable, c'est formaliser une interconnaissance. Le schéma d'achat responsable permet aussi de s'organiser et d'anticiper. On l'a vu, il y a temporalité, temporalité de recensement des besoins, temporalité des procédures des marchés publics, temporalité sur le terrain d'exercice des marchés. On fait des prestations, les prestations doivent être livrées, les fournitures doivent être livrées, les travaux doivent être réalisés. Et puis derrière, temporalité des structures de l'insertion ou autres structures de l'ESS, parce que qui dit porter un marché, ça veut dire être vigilant, ça veut dire candidater, mais ça veut dire aussi adapter ses moyens de production, adapter son offre de service, adapter son encadrement, adapter ses recrutements à ces marchés qui vont pouvoir être remportés. Un SPASER, ensuite, permet justement, une fois qu'on a connu et qu'une fois qu'on a pu s'organiser, il permet concrètement de mettre en place des actions justement pour transformer l'existant, c'est-à-dire pour améliorer la prise en compte des dimensions sociales et environnementales dans nos marchés, c'est-à-dire au lieu d'acheter quelque chose qui pollue, on va acheter quelque chose qui va polluer moins, au lieu d'acheter quelque chose qui sera fabriqué dans des conditions inconnues, on pourra acheter une prestation ou une fourniture qui va être produite peut-être localement, peut-être par des personnes en insertion professionnelle, et ça va permettre du coup d'améliorer l'existant. Et puis parfois, le cadre légal ou la structuration de l'environnement ne permet pas de répondre, ne permet pas de prendre une action qui est efficace. À ce moment-là, il sera nécessaire d'expérimenter. On a parlé tout à l'heure par la voix de Marty des marchés d'innovation. L'innovation est un moyen, ça ne doit pas être un objectif, mais parfois, ça devient pertinent. Donc pourquoi la connaissance? C'est ce que je vous disais. Il faut connaître les opérateurs économiques, il faut connaître leur offre de services, c'est-à-dire les entreprises, les produits,
leur technique, leur label. Il faut aussi encadrer, nous en interne, et former les services acheteurs à la démarche de sourcing, généraliser cette démarche et puis la capitaliser. La démarche de développement durable dans les marchés, elle n'est pas forcément visible, notamment dans les cahiers des clauses administratives. Le travail de Spaser peut permettre de rendre visite cette démarche. Et puis enfin, il est important de faire connaître et de valoriser la place de l'insertion dans la commande publique. C'est relativement connu, mais les résultats de l'insertion, par les clauses d'insertion notamment, c'est pas forcément très connu, très valorisé. Et voilà, il est nécessaire d'avancer dans la matière, justement pour ouvrir les portes de la commande publique à l'insertion. En termes d'organisation et d'anticipation, donc dans la définition du besoin, il faut programmer et qualifier les marchés annuellement, c'est-à-dire au niveau de chaque structure, et puis les faire connaître dans l'outil d'agrégation des intentions d'achat, de manière à ce que les opérateurs économiques puissent en prendre connaissance le plus en amont possible, parce que derrière, on a vu, il y a le temps de réponse au marché, et puis il y a l'organisation parfois du recrutement ou des moyens techniques qui sont à mettre en place. Dès la conception d'un projet, donc pour y intégrer les considérations environnementales, imaginez que vous ayez un bâtiment à réhabiliter. Vous pouvez faire une réhabilitation avec des matériaux j'ai envie de dire neutres ou quelconques, ou vous pouvez choisir de renforcer l'isolation avec de la paille et du bois. Vous pouvez choisir de détruire une partie d'un bâtiment et puis les déblais, de les transporter vers une décharge, ou vous pouvez choisir dans la conception du projet de les réutiliser sur place sous forme de remblai. Voilà. Dès la conception du projet, on voit qu'il y a des choses qui sont possibles, et une fois que le projet est finalisé, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Et puis, dès l'avant-projet de travaux, pourquoi ? Parce que dans les avant-projets de travaux, on va avoir un certain nombre de lots qui vont être positionnés, donc des lots gros œuvres, des lots plomberie, des lots toiture, des lots menuiserie. On sait que dans certains lots, le montant de l'achat ne va pas permettre de mettre une clause d'exécution parce que le marché sera trop petit. C'est une considération technique, je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Par contre, en identifiant ces différents lots, on peut flécher certains de ces lots directement vers des structures d'activité économique locale, en particulier pour des lots qui seront de moins de 40 000 euros. C'est un levier qui est effectivement assez important. Pour mémoire, dans les marchés publics de la commande du département de Meurthe-et-Moselle, sur 95 millions d'euros, on en a à peu près 20% qui sont inférieurs à 40 000 euros. Donc c'est un levier pour pouvoir acheter directement, pour pouvoir traiter directement avec des structures locales. Donc, pour agir concrètement, tout ce travail va permettre de favoriser à la fois l'accès des TPE et des PME locales à la commande publique, l'accès des SIAE, comme je viens de le mentionner. Ça va permettre aussi d'augmenter la part des achats équitables. C'est aussi un projet. Quand on achète notamment des produits alimentaires ou des produits, des vêtements ou des équipements de vêtements, à ce moment-là, on a une offre de service, mais on a aussi dans cette offre de service des achats qui vont être plus ou moins sourçables et équitables. On va essayer, du coup, par ce biais aussi, de préserver les ressources en allongeant la durée de vie des fournitures. Et puis, on va essayer aussi de mieux gérer les déchets. Donc, en particulier, sur le réemploi, la nouvelle loi économie et résilience vient de donner des objectifs très, très stricts sur le réemploi. Au-delà de ça, ça fait partie d'une réflexion très en amont des projets, comme je vous l'ai mentionné, sur l'opération de reconstruction ou de réhabilitation d'un bâtiment. Enfin, je vous le disais, un Spaser peut aussi permettre d'expérimenter lorsqu'innover apparaît le plus pertinent. Donc aujourd'hui, on manque beaucoup d'éléments pour apprécier le coût global et le cycle de vie total des produits. C'est quelque chose sur lequel nous avons à nous outiller et à progresser.
Aussi, ça concerne les pratiques de consultation, notamment le critère de choix et la condition d'exécution pour l'insertion. C'est quelque chose qui est assez peu développé. Donc, on a prévu, en ce qui nous concerne, de l'expérimenter, de l'évaluer, et puis de voir dans quelles conditions ça peut être généralisé ou développé. Et puis enfin, on peut essayer de réserver, comme la loi ASAP nous l'autorise, un marché de manière indifférenciée, à la fois une structure d'insertion, mais aussi sur une structure du handicap. Là aussi, ça nécessite, à notre point de vue, à la fois d'un sourçage, mais d'une étude des conditions économiques et puis d'une évaluation, parce que ce n'est pas anodin que de mettre des structures qui ont des réalités économiques, mais aussi des personnels différents en concurrence. Même si du point de vue de l'acheteur public, la concurrence est saine et elle est même voulue. Donc concrètement, sur l'élaboration de notre spazer, comment on a procédé là-dessus, aucune révolution, aucune innovation particulière, c'est du simple bon sens. Le service de la commande publique a animé ce projet. Donc on a géré le rythme en fixant ou en proposant à notre exécutif des échéances. On a organisé l'ensemble des instances, donc le comité de pilotage, le comité technique, les groupes de travail. Et puis, on va accompagner et porter le suivi de la mise en œuvre, puisque le spazer du département de Meurthe-et-Moselle a été adopté pour une durée de 6 ans, avec un comité de suivi annuel. Donc évidemment, ce que je vous disais, on ne peut pas plaquer une feuille de route à l'ensemble des services sans la co-construire avec eux. Donc on a travaillé à la fois avec les référents thématiques, donc les référents thématiques des 3 piliers de l'économie durable, donc l'insertion, l'environnemental et l'économie sociale et solidaire, et puis avec les services acheteurs. Donc sur trois éléments, on va dire, incontournables: un état de lieu, une détermination partagée des objectifs et des actions, objectifs et actions qui ont été ensuite validés par le comité de pilotage, et puis l'ensemble des participants à la réflexion ont été associés à la rédaction des fiches actions, donc une fiche par action et 20 actions pour notre spazer. Très tôt, on a mis dans la boucle notre service d'évaluation pour positionner à la fois des indicateurs, mais pour nous aider aussi à choisir les objectifs et les actions qui étaient le plus concrètement évaluables et celles qui faisaient sens, avec une dimension de cohérence entre les uns et les autres. Et puis associant aussi la communication interne et externe. Interne, parce qu'il est nécessaire de faire connaître la démarche à l'ensemble de la structure, puisque c'est une démarche qui concerne l'ensemble de la collectivité. Et puis à l'externe, puisque à la fois dans la démarche d'élaboration, mais aussi dans la publication, un certain nombre de collègues, entre guillemets, de l'ESS ont été partie prenante. Donc je vais nommer la CRES, le Colécosol, d'autres collectivités qui ont participé à notre réflexion, à notre démarche. Voilà, j'en ai terminé moi avec ce que j'avais à vous raconter. Je répondrai évidemment à vos questions si vous en avez. Le plus logiquement, ce serait des questions d'autres acheteurs, d'autres collectivités qui voudraient en savoir un peu plus, mais aussi sur les questions des acteurs de l'ESS qui, de leur point de vue, pourraient questionner notre démarche. Voilà. Merci beaucoup Christophe pour cette présentation. Je ne vois pas de questions pour le moment qui vous sont adressées dans le chat, mais peut-être que les questions viendront à l'issue du webinaire et des 3 interventions. Je remets vos coordonnées dans le chat aussi au cas où si certains acheteurs veulent peut-être vous recontacter. Et puis voilà, pour enchaîner après ce témoignage d'un acheteur, on va passer sur le témoignage d'une structure de l'ESS. Donc de la SIC Régie des écrivains. Donc une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et pour en parler, donc on va notamment faire un focus sur l'accès des structures de l'ESS au marché public, puisqu'on a beaucoup parlé des structures de l'ESS et de la commande publique, mais on comprendra mieux avec le témoignage donc de Nicolas Ham, qui est responsable commercial chez la Régie des écrivains. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et tous. Donc Nicolas Ham, je suis responsable commercial d'une structure de l'insertion par l'activité économique et d'une entreprise adaptée
depuis maintenant 16 ans. Je vais vous faire un propos qui se détaillera en deux parties. Une présentation succincte de qui nous sommes et dans un deuxième temps, quelle est notre relation, on va dire, factuelle, notre habitude de gérer les appels d'offres, tant, et vous le constaterez sans peine, tout au long de mon exposé, en filigrane, on comprendra qu'avec l'obtention de marchés publics, ça va beaucoup mieux, que ce soit une structure de l'ESS ou autre, mais à fortiori une structure comme la nôtre. Nous nous situons donc près de Strasbourg, à 10 km grosso modo au nord du centre-ville, donc dans le Bas-Rhin. Donc, une structure d'insertion par l'activité économique, ça veut dire que nous recrutons des personnes en insertion dans un parcours de professionnalisation qui dure maximum 2 ans. Nous avons également une entreprise adaptée qui recrute et salarie des personnes en situation de handicap en CDI. Donc, aussi longtemps qu'elles désirent rester chez nous, elles sont les bienvenues, ce qui permet aussi une professionnalisation plus accrue, plus à long terme et plus approfondie. Donc, on en verra quelques aspects dans la suite de mon exposé. Et puis, la Régie des écrivains est également un centre de formation. Ce n'est pas neutre. Et les 3 structures sont en lien direct avec des marchés publics et des opportunités commerciales qui sont induites. Juste comme rappeler rapidement le rôle d'une régie de quartier, ça est forcément rapprocher des personnes éloignées de l'emploi vers des facultés inclusives, des possibilités en fait de remettre le pied à l'étrier, comme on le dit communément, avec voilà, des bons réflexes à reprendre. Ça commence par je me lève quand le réveil sonne. Ça a l'air de rien pour nous qui sommes dans la vie active, mais ça peut être beaucoup pour des personnes qui sont un peu très désocialisées quant à ces aspects-là. C'est aussi un lieu de formation et d'insertion pour des sorties positives, pour vraiment de la qualification, puisque le but du jeu, en fait, et c'est pour ça que l'insertion ne dure que 2 ans maximum, c'est on ne va pas tomber dans l'assistanat, on va amener les gens vers se qualifier au poste de travail et avoir un maximum d'occurrences et de possibilités d'être compétitifs. C'est ce que j'appelle, avec des guillemets, le marché ordinaire de l'emploi. Ça, c'est vraiment le but quand tu as des personnes qui sont en sortie positive, qui chez nous, dont le taux chez nous varie entre 6 et 7 personnes sur 10 tous les ans. Donc, voilà. Et puis, c'est prolonger le développement de liens sociaux, prendre en compte son territoire, prendre en compte où nous sommes implantés. Alors, historiquement, une régie de quartier est faite pour s'implanter dans des quartiers dits difficiles, populaires, à haute densité d'habitation, pour à la fois être possibilité de recrutement d'habitants et puis en fait d'embellissement par ces habitants au travail du cadre de vie. Donc, il y a, au-delà de l'approche sociétale, il y a une approche clairement territoriale et a fortiori dans une approche mercantile qui est la nôtre, puisque l'argent et la trésorerie et le chiffre d'affaires étant malheureusement l'air de la guerre et simplement le terreau pour rendre possible d'autres projets, d'autres innovations et d'autres recherches-développement. Très rapidement, là encore, colonne vertébrale chrono de la régie, notre entreprise d'insertion va fêter ses 30 ans, notre entreprise adaptée ses 20 ans. Nous avons l'agrément de service à la personne qui reste la part infinitésimale de nos activités. Nous avons donc ce pôle formation qui s'est structuré en 2011, mais qui est aujourd'hui en phase d'être agréé Calliope et de toute façon Datadocké depuis l'année dernière. De par des commissions, des projets et des programmes auprès de la Commission européenne, nous avons démarré dès 2008 du développement durable autant que faire se puisse. Ça a commencé par les produits écolabellisés, ça a commencé avec des recherches, avec des tentatives de remplacement de process vertueux, ou en tout cas responsables et un peu intelligents quant à la transition écologique par rapport aux usages qui étaient entérinés, qui devaient être des routines qui n'étaient pas forcément toujours encore adaptées au territoire. Et donc, nous avons obtenu la palme verte de développement durable. Nous avons également donc, un certificat de compétence en marché public. Nous sommes passés au status KIC, donc une coopérative, donc en 2019. Et puis, nous sommes en cours d'évaluation sur la grille d'évaluation AFNOR, mais aussi par rapport aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en cours donc d'évaluation de notre maturité en RSE version ISO 26000. Voilà très, très brièvement ce que je peux vous dire de la régie des écrivains. Et bien évidemment, je vais aller au cœur du sujet. Nos objectifs, l'insertion, donc rapprocher ce que je vous ai expliqué tout à l'heure,
rapprocher les personnes éloignées vers quelque chose qui permettra de reconstruire une vie, permettra de retrouver un logement, de tout basiquement pouvoir acheter suffisamment pour nourrir ses enfants ou acheter une voiture, ou enfin, voilà, des cercles vertueux. L'accompagnement, puisque à la Régie des écrivains, nous avons tant une psychologue clinicienne qu'une chargée du suivi professionnel, une chargée du suivi social et une assistante sociale, un staff qui permet en fait de s'occuper de manière volontariste des salariés qui en ont plus besoin, que ce soit en entreprise adaptée et a fortiori en entreprise d'insertion et a fortiori en ces temps difficiles, nous avons des flux importants, et c'est un euphémisme, de personnes d'origine afghane qui cherchent à trouver des points d'équilibre, donc qui vont être amenés, quelle que soit la personne, donc vers la qualification, la professionnalisation. Notre moyen, parce que d'abord, l'objectif, c'est notre métier à la base, hein, d'entreprise sociale et solidaire, régie de quartier. Le terreau, le moyen pour y parvenir, les leviers sont les prestations de services, les actions de formation en situation de travail, et ce qui est parfois bien vu et parfois pas bien vu, en tout cas pas forcément toujours très très défendable, surtout a fortiori dans des contextes d'appel d'offres où la concurrence est vive, le fameux surencadrement propre à l'économie sociale et solidaire. Quand je vous évoque les prestations de services, donc aujourd'hui, Régie des écrivains, ce sont des chiffres 2020. La propreté industrielle donc, est un de nos deux principaux poumons. Les espaces verts sont des métiers historiques, on a commencé par ça. Et le tout premier marché public qui nous a permis de nous développer et qui est encore aujourd'hui en des proportions conséquentes, c'est la propreté urbaine. Donc, il y a 27 ou 28 ans, lorsque la Régie des écrivains a été créée, qu'il n'y avait que 3 salariés dans un bac local mis à disposition gracieusement par le centre culturel, l'Eurométropole de Strasbourg, enfin, la communauté urbaine de Strasbourg à l'époque, comme elle s'appelait, a donc mis en consultation un marché de propreté urbaine à destination de l'ESS, dont nous avons chacun profité, chaque régie de quartier dans son secteur strasbourgeois et eurométropolitain. Donc, ce qui nous a permis en fait de passer déjà le premier cap, d'investir, d'avoir un peu plus de matériel, de recruter du monde, d'avoir la première camionnette. Ça a l'air de rien, mais voilà. Donc, ça, c'était un des premiers impacts positifs, très positifs et fondateurs des marchés publics à la Régie des écrivains. L'autre aspect, je vous l'évoquais en introduction, ce sont les formations. Et puis tout ce qui est, je vous ai mis prestations de proximité parce que c'est un terme à tiroir spécifique où il y a tout dedans. Il y a vraiment de la petite manutention jusqu'à des process créés sur mesure en one-shot ou de manière durable pour des acheteurs. Pas forcément en appel d'offres, mais ça peut arriver également. Le chiffre d'affaires de la Régie des écrivains, donc c'est 3,4 millions cette année, qui résulte de la synergie, vous l'aurez compris, de la qualification, de la montée en compétences des personnes qui sont œuvrantes sur le terrain et qui permettent en fait de rendre, pour moi, responsable commercial, le facturable facturé. C'est de là que vient le chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce que je rends des contrats qu'on est forcément très bon en fin d'année, mais c'est le cas. En tout cas, on a la chance que ce soit comme ça depuis 2 ans et on croise les doigts. Le fameux surencadrement. Et puis la politique commerciale. Politique commerciale, en fait, on n'essaye pas, enfin, on évite. Moi, j'ai pour instruction dans mon service de donner une consigne, c'est on n'est pas des commerciaux, on est des commerçants, dans la mesure où dans un contexte d'économie sociale et solidaire qui est qualifiant, où vous avez plein d'écueils qui font que les taux de productivité ne sont pas toujours les mêmes. Et là, j'évoque principalement la propreté, que dans des entreprises de propreté dites classiques, et où nous avons davantage de valeur ajoutée sociale. Donc, le but du jeu, ce n'est pas faire des coups commerciaux pour remporter des contrats coûte que coûte. C'est plutôt de réfléchir comment on peut travailler intelligemment en partenariat gagnant-gagnant avec nos donneurs d'ordre. Et donc, quand je dis commerçant, c'est parfois juste faire des accompagnements de clients pour la sensibilisation à l'ESS, à la RSE, au développement durable, à l'innovation, tout en profitant bien évidemment pour faire du auto-sourcing et du captage d'infos dans mon réseau. Aujourd'hui, le réseau, c'est 300 clients avec le bonheur d'avoir en fait plus de 99% de nos clients qui sont très fidèles sur les 5 dernières années. Vous dire aussi que quand je vous évoquais le côté structurel de notre chiffre d'affaires,
c'est que 50% de notre chiffre d'affaires, c'est du public. 27% des bailleurs sociaux, et donc forcément, ces deux premiers items passent uniquement par, sauf exception, par des marchés publics. Donc notre assise vient bien des marchés publics. D'autant qu'ils représentent 60% de notre type de contrat. Le B2B est à 35%, et puis les autres formes de prestations de services contractualisées qui ne représentent que 3%. Donc là encore, forcément, les marchés publics, ça nous parle à la régie, puisque forcément, sans, on ne serait pas forcément très bien. Les marchés publics qui, à la fois, induisent, nous obligent et nous permettent de dispenser des heures de formation, donc avec un taux moyen depuis 2015 de 4 000 heures par an, avec une augmentation continue de nos effectifs, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 253 personnes physiques. Je tiens à signaler l'aspect physique des personnes, puisque comme il y a un turnover de par les contrats qui se terminent au bout de 2 ans, en tout cas physiquement, on travaillait à la régie du en 2020, 253 personnes. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et le nombre d'encadrants est forcément proportionnel. Et là encore, continue à augmenter. D'autant que l'aspect qualitatif de notre prestation et le développement de notre autres activités appellent des chevilles ouvrières intermédiaires si on n'arrive pas. On a dû étoffer de manière substantielle la strate agent de maîtrise, sinon on ne serait pas arrivé à faire de la qualité de prestation. Donc le chiffre d'affaires, pareil, qui connaît la même symétrie, qui a largement évolué, donc pour en arriver à 3,4 millions en 2020. Là, on arrive juste à la transition du sujet qui nous occupe, l'évolution du territoire d'intervention de la régie. Alors, ce que vous avez en vert, en fait, c'est le périmètre historique, donc on va dire des 20 dernières années, qui s'est un peu accéléré avec le développement durable, avec l'Eurométropole de Strasbourg, qui était très bon élève et en articles sociaux et en approche développement durable et forcément de la promotion de l'ESS. Et puis finalement, aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure, des partenaires réseau qui nous ont obligés en fait à repenser notre ventilation géographique, d'où la partie beaucoup plus importante, qui est 4 ou 5 fois plus importante que le berceau d'origine, qui est celui actuellement que nous couvrons, notamment pour des prestataires qui souhaitent un prestataire unique sur le département, que ce soit Bouygues, que ce soit Orange, que ce soit le SDEA, donc le schéma départemental de l'eau et de l'assainissement du Bas-Rhin. Voilà, ce qui permet en fait de se développer symétriquement et proportionnellement à la charge de travail et au volant d'affaires que nous avons le plaisir d'avoir, mais ça nous permet en même temps de nous obliger à innover, à repenser l'organisation, qui sont d'autant en fait d'arguments de vente pour des clients qui ne connaissent pas encore et a fortiori pour des marchés par la suite. Et donc, transition toute trouvée, la régie des écrivains et des marchés publics. Depuis 19 ans, donc c'est 700 réponses à des marchés publics. Ça fait 16 ans que j'y suis, donc je vais être entre 500 et 600 réponses. En 2020, nous avons répondu à 24 consultations, on a obtenu 16. Je passe rapidement sur 2020, qui a été d'une configuration très compliquée à tous les niveaux pour les raisons qu'on sait. Entre des notifications qui ont pris 6 à 8 mois pour nous arriver parce que les commissions d'attribution d'appel d'offres ne pouvaient pas se réunir, et puis des visites d'appel d'offres obligatoires qui n'ont pas pu avoir lieu, etc., etc. Et puis vous avez effectivement une des dernières années qui était forte, en 2018, où nous avons donc répondu à 41 consultations pour un taux d'obtention de 51%. Donc, quand je vous disais que les marchés étaient au cœur de nos préoccupations, y compris mercantile, en voici à peu près les aspects principaux les 3 dernières années. Là, je ne vais pas vous faire une leçon d'appel d'offres, je ne me permettrai pas, mais ça sera juste en symétrie avec les propos et les exposés précédents. Mais comment nous, à la régie, on répond à un appel d'offres, comment on considère et appréhende tout ce qui peut tourner autour d'une consultation pour essayer de l'avoir, bien évidemment, ça c'est QFD. Alors, pour nous, un appel d'offres, c'est avant tout, c'est préparer, c'est travailler en dehors des temps de consultation, c'est ne pas attendre que l'avis de publication soit ou dans le journal officiel ou sous Apogée ou sous Alsace Marché Public. C'est travailler tout au long de l'année, tout au long du marché qui est en cours, pour identifier les besoins,
Notamment en termes d'insertion, ou alors une émergence d'un besoin de formation quelconque, et on a le temps, en tant qu'entreprise apprenante, à préparer le profil qui va bien pour, dans un an ou deux, et donc être pertinent dans notre réponse. Il y a aussi, et je rejoins en cela, tous les aspects du sourcing qui ont été évoqués au préalable. Bien évidemment qu'il faut manifester son intérêt pour le sourcing, puisque si la réponse à un appel d'offres pour une structure comme la nôtre peut être chronophage, parce qu'il peut y avoir des appels d'offres complexes qui nous mobilisent une semaine complète pour y répondre, tant pour les aspects tarifaires que pour les aspects techniques. C'est également beaucoup de travail, c'est énergivore et chronophage pour les pouvoirs adjudicateurs. Donc, il est plus pertinent, et c'est vrai qu'il y a une relation comme ça qui s'est instaurée, notamment avec l'Eurométropole de Strasbourg, où on n'hésite pas à se dire, on se source. C'est-à-dire que si eux lancent un marché et que personne n'est en face pour en assurer la faisabilité et que le marché est infructueux, tout le monde y perd. Et puis forcément, là encore, c'est de la palissade, mais réseauté, hormis le travail commercial ou commerçant qu'on puisse avoir, c'est simplement ouvrir les oreilles, lire un journal, les dernières nouvelles d'Alsace ou autre, et puis voilà, sentir des évolutions sur le terrain, un début de BTP ou un début de chantier, ou voilà, des études qui se font, des archives qui nous filent des infos, et ce qui nous a permis en fait dernièrement de capter jusqu'à 5 mises en relation avec le monde du BTP, qui est généralement très éloigné des considérations d'heures d'insertion, sauf s'ils sont obligés forcément d'en avoir, et qui donc eux ont un effet d'aubaine, et nous la possibilité en fait de faire notamment des nettoyages fin de chantier, ce qui est le côté ingrat des chantiers, mais qui nous permet en fait de spécialiser nos agents de la propreté vers ces spectres d'intervention. Et puis, c'est se préparer à répondre en GME, donc dès qu'une mutualisation de moyens est exigée. Parce que pour X raisons, vous avez un bailleur social, et je vous parle d'une actualité qui est en cours, qui a besoin d'un prestataire de service pour couvrir le département, pour gérer les encombrants des immeubles d'habitation. Forcément, on ne va pas y arriver seul. Donc, un groupement momentané d'entreprises permet de proposer aux donneurs d'ordre 5, 6 structures, 50, 60 bonhommes, 15, 17, 20 camionnettes, etc. Ou alors, simplement aussi, ce qui nous est arrivé régulièrement, ce sont des grands comptes qui, pour des raisons d'approche territoriale, souhaitent un interlocuteur unique, que ce soit maintenant effectivement Orange, que ce soit les instituts, c'est à peu près les mêmes, et qui se disent, voilà, pour l'échelle d'un territoire, je veux un interlocuteur unique. À ce moment-là, vous pouvez créer un groupement momentané en co-traitance, en sous-traitance, peu importe, et le mandataire est tête de gondole et chef de réseau. Se préparer, en fait, ça commence la fois d'avant, également pour nous. Nous avons pour habitude de demander aux donneurs d'ordre que nous ayons marché ou pas. L'extrait, généralement, on demande l'extrait d'analyse de l'offre. Moi, je vais un peu plus loin, je demande l'extrait intégral de l'analyse de l'offre, qui nous prend généralement 15 jours, 3 semaines pour nous arriver, parce que c'est un document exhaustif qui ne va pas tout vous révéler. En résonance avec les aspects d'équité, malgré la transparence nécessaire, vous aurez en fait votre jugement d'offre, vous aurez plein d'indications formelles ou informelles sur les forces en présence, sur les concurrents, sur le nombre de concurrents, parce que quand vous êtes sur un marché et qu'il y a 9 concurrents, ce n'est pas la même situation que si vous êtes à 2. Là encore, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout la même façon de répondre à un appel d'offres. Et puis, bien évidemment, identifier ces points forts qui vous ont éventuellement permis de remporter le marché, et a fortiori les points faibles qui vous ont peut-être fait louper une note technique ou un aspect que vous n'aviez pas relevé dans le CCTP et qui ont fait en fait perdre des points. Et donc, vous n'êtes pas attributaire de l'appel d'offres, mais vous saurez vous préparer pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on agit. Et puis accéder, là je reviens aussi, accéder aux consultations, forcément. Là, on a les deux solutions concrètement. C'est-à-dire que mon collègue conseiller commercial et moi, on a nos propres moyens de détecter les offres, donc on va régulièrement sur les portails qu'on a cités tout à l'heure, mais en même temps, pour être sûr, on a un prestataire auprès duquel on enregistre nos mots-clés pour des différentes prestations. Donc, il faut être un top 10, grosso modo, de prestations qui peuvent nous concerner de près ou de loin. Et à chaque fois, donc très régulièrement, vous avez des newsletters en disant attention, il y a un marché qui est sorti, qui comprend les mots-clés suivants. Donc, normalement, avec ces deux moyens, vous couvrez 99%
des occurrences, de détecter au plus tôt les marchés. Et là encore, détecter au plus tôt, ça peut vouloir dire plein de choses. Dans cette expression, je mets au moins 3 aspects. Le premier, c'est avoir le temps d'avoir le temps. Donc, forcément, de soigner son approche, d'étudier correctement le DCE, de forcément, si vous avez des questions, s'adresser au pouvoir adjudicateur dans les délais qui sont indiqués. Souvent, à J-10, vous n'avez plus le droit de poser des questions. Donc, vous avez tout intérêt à vous dépêcher de télécharger le DCE et de l'analyser. Surtout qu'il y a un autre aspect aussi, c'est la visite. Il y a parfois des visites obligatoires, donc vous ne mieux pas le louper parce que c'est juste éliminatoire. Et puis, encore détecter plus tôt parce que certaines procédures adaptées vous laissent 15 jours pour vous retourner et répondre à la consultation. Donc, déposer une réponse sous 15 jours, ça peut être un peu, voilà, en termes de tempo, ça peut être un peu agressif. Donc, vaut mieux se donner les moyens, comme dit, de détecter au plus tôt. Détecter au plus tôt, je vous disais, c'est analyser le DCE. Et pareil, je ne vais pas m'apesantir sur le go no-go. Monsieur Berenguer, on en a fait vraiment le détail tout à l'heure. Juste dire que là encore, ça paraît une évidence, mais un no-go permet parfois, si vous avez une période pendant 3 semaines, 1 mois, ce qui arrive régulièrement, où vous avez 3 consultations simultanées qui pourraient être susceptibles de vous intéresser, choisissez bien parce que vous répondre sur 4, c'est le meilleur moyen de ne pas les avoir. Ça, je parle de mes 16 ans d'expérience, ce n'est pas une vérité absolue, c'est juste mon expérience. Alors, par contre, se dire que sur les 4, il y en a 2 qui sont vraiment sympas et qui vous donnent les moyens d'y répondre pour faire vraiment, pour maximiser ses chances de l'obtention, voilà, ça, c'est des no-go pertinents. Et puis, forcément, il y a des go qui sont incontournables, qui sont des marchés historiques, qui sont des marchés structurants, qui, en termes de volume, nous obligent quasiment à y répondre, comme les bailleurs sociaux avec qui on travaille depuis 25 ans, comme la propreté urbaine. On ne pourrait pas se permettre de ne pas y répondre, a fortiori quand vous savez que derrière, vous avez 40 salariés qui dépendent du service. Bien évidemment que répondre aux consultations, ce sont aussi parfois des situations un peu compliquées. Alors, je citerai que 3 freins, mais qui sont, à mon sens, les plus réguliers et a fortiori en propreté. La reprise de personnel. La reprise de personnel régit les écrivains conventionnés, enfin, convention collective assujettie à la convention collective des entreprises de propreté. Donc, nous devons reprendre le personnel de l'entreprise sortante. Ce qui veut dire que lorsque nous reportons un marché et qu'il y a 4, 5, 10 personnes sur place qui sont salariés de l'entreprise sortante, nous les reprenons en CDI, en contrat de droit commun, avec le même échelon, le même salaire, le même grade, la même ancienneté, les mêmes congés payés, etc. On continue simplement. Il y a simplement une migration du contrat de travail qui va vers l'entreprise qui reprend ce chantier. Alors, ça soulève au moins 3 points. Le premier, c'est simplement humain. Je me rappelle d'un dernier chantier, j'avais répondu où une personne travaillait depuis 28 ans. Imaginez-vous juste, parce que c'était une situation où il y avait un marché EA, qu'on n'a pas pu conserver cette personne sur le chantier alors que ça faisait une vie qu'elle y bossait. Donc, en termes d'aspect humain et traiter et gérer les frustrations, les doutes, les craintes, c'est compliqué. Donc, il y a 2 écoles, grosso modo. Il y a nous, le reste du monde, enfin, je ne sais rien, mais en tout cas, nous on pratique l'aspect social et sociétal. Donc, on va proposer aux personnes reprises d'avoir des chantiers. Il y a d'autres collègues, confrères, locaux ou nationaux qui n'ont pas cette même approche et qui vont tout faire pour que le salarié démissionne de lui-même. Donc, une fois que vous avez ça, et que, par exemple, en EA, vous avez un prestataire qui a promis dans son offre à 12 mois sur 12 d'entreprise adaptée et in fine, à notification à la première réunion de travail avec le représentant du site, vous lui expliquez qu'il va perdre grosso modo 1 à 2 mois le temps que les délais de prévenance, les plannings de les personnes reprises, etc. Ont été entérinés avec intelligence et en bonne logique de toutes les parties. Donc déjà la première année, le donneur d'ordre perd 2 mois de contribution au ETH. Ça peut être d'un autre côté, pour l'entreprise d'insertion, un frein éventuel, puisque supposez, vous reprenez un site et que vous avez 10 personnes à reprendre. Ces 10 personnes de droit commun, je le répète, donc en CDI, qui n'ont rien de profil
pour intégrer l'aspect insertion, à l'exception faite que ces personnes sont souvent loin de formation régulière et de professionnalisation, donc elles vont en bénéficier chez nous. Mais si ces 10 personnes sont reprises sur le site, ces 10 personnes éloignées de l'emploi, on ne va pas amener au boulot par ce chantier-là. Autre frein, il arrive quelquefois que lorsque vous étudiez, alors ça peut être de l'espace vert, ça peut être la propreté urbaine, ça peut être aussi de la propreté tout court. Vous visitez un site, c'est vraiment vous travaillez en cadence, vous avez à peu près l'habitude de proportionner les volumes d'horaires d'intervention. Et là, vous vous rendez compte que pour un site X, pour faire bien le travail comme il faut, et pour être en capacité de ne pas mettre en souffrance et en situation d'échec les salariés, situation d'échec généralement synonyme d'absentéisme, d'arrêt maladie à outrance, etc. En fait, là, vous vous rendez compte qu'il vous faut, j'en sais rien, moi, 10 heures par jour pour faire le taf. Alors que le budget maximum du pouvoir adjudicateur prévoit 4 ou 5 heures par jour. Par la simple somme qu'il vous annonce, dans des DCE, il peut vous être indiqué un minimum et un maximum de la commande, alors sur l'ensemble du marché ou par an. Puis le troisième, qui est du même acabit, c'est lorsque vous avez, pareil, là où on va rester sur l'exemple où il nous faut 10 heures pour faire la prestation, sauf que vous avez un bordereau de prix à remplir où le pouvoir adjudicateur a déjà rempli des cases quantité où il va en mettre 2, 4, 6, mais jamais 10. Et donc forcément, là, vous avez un dilemme parce que où vous avez effectivement envie de faire un coût commercial et ce n'est pas dans la nature de la régie des écrivains, donc là, vous l'éliminez rapidement, ou vous vous dites on va repenser les cadences, ou alors vous vous dites on prend le risque, et à risque veut dire cadence trop élevée, vous n'aurez jamais l'opportunité pendant toute la durée du marché de déployer les outils de qualification, de professionnalisation, et à fortiori, vous ferez un travail de Moïse, vous aurez une image de marque déplorable, et finalement, tout le monde y aura perdu les plumes. Répond aux consultations, et là encore, c'est en résonance avec tout ce qu'on vient de voir durant la dernière heure. Bien sûr qu'il y a plein d'ingrédients dans le DCE qui peuvent être à la fois des arguments de réflexion pour le go ou no-go, mais a fortiori des éléments d'aubaine pour l'ESS. Donc les marchés réservés, les articles sociaux, des marchés réservés ou vraiment très typologie ESS. Il y a même des marchés où carrément le donneur d'ordre veut qu'il y ait un surencadrement, est prêt à en payer le prix et vous avez une très bonne note technique, je pense, notamment au service patrimoine sportif et patrimoine scolaire de la ville de Strasbourg. Mais il n'y a pas que des effets d'aubaine forcément dans le DCE. Ça rejoint en fait un des premiers points que j'ai abordé dans mon exposé, c'est le réseautage dans tous les sens. Prendre en considération les éléments de contexte que sont des espaces verts, et d'ailleurs, outre le Meurthe-et-Moselle, l'Eurométropole de Strasbourg a son espace vert depuis cet été. Mais dans son écosystème, comme dit, en captant des infos informelles ou pas, mais à vérifier peut-être par la suite. On sait toujours qu'il y a des collectivités qui sont en attente ou de RSE, ou d'innovation, ou de pertinence, en fait, d'avoir juste, en fait, grosso modo, ce que j'appelle généralement dès aujourd'hui des solutions de demain, et qui peuvent être pertinentes, tant en termes de captation en amont, et là, j'aime bien l'aspect grand testeur, que effectivement simplement être super pertinent par rapport à des réponses à apporter à un appel d'offres qui parfois techniquement est ouvert parce que où ils laissent des variantes, où ils ne sont pas non plus complètement sûrs parce qu'ils ont fait du mauvais sourcing de qui est sur place et qui sera en capacité de répondre. Et puis le dernier point, c'est la typologie. Là encore, ça a évoqué le degré de concurrence par rapport aux appels d'offres. Nous sommes là sur Schiltigheim dans un écosystème où la concurrence en termes d'espace vert, en termes de propreté, est très forte. Il peut arriver régulièrement que pour une consultation, nous ayons 10, 12, 14 entreprises en phase de. Donc, ce n'est pas la même approche d'appel d'offres, ce n'est pas la même approche go no go, ce n'est pas la même approche de vouloir décrocher le marché ou pas, comme dit, pas à n'importe quel prix. Sachant que forcément, les marchés, et je conclurai par ça,
ont des effets positifs. Alors, j'en ai fait une short list, mais vraiment juste Scientific Wall, mais on pourrait en rajouter une dizaine. Bien évidemment que des chiffres d'affaires sur des marchés qui sont sur 2, 3, 4 ans, certains 7 ans, vous permettent une projection économique optimiste et une pérennité. Et au-delà de ça, effectivement, des moyens et d'argent et de temps pour amortir et perfectionner sa flotte automobile, son plateau logistique, certains marchés nous ont permis, depuis 2016, de réinjecter dans notre flotte automobile 85% de véhicules neufs, dont un tiers en véhicules électriques, grâce à des marchés publics. Et puis forcément, c'est la conclusion de la conclusion, quand vous avez ces supports, ces prestations de services, ces temps longs, vous pouvez effectivement, au long cours, avec de manière relativement qualitative, si c'est bien organisé, professionnaliser les personnes qui sont éloignées et donc les rapprocher vers les sorties positives et toujours grâce au marché, assurer une inclusion maximum. J'espère avoir été intelligible. En tout cas, je reste à votre disposition. Voici mes coordonnées. Vous le retrouvez dans le PowerPoint. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation et ce témoignage très enrichissant. Il y a une petite question dans le chat, mais je voulais d'abord éventuellement savoir si d'autres intervenants souhaitaient rebondir sur votre intervention ou si on peut éventuellement peut-être déjà, est-ce qu'il y a vous souhaitez rebondir, Christophe ou Marty, au propos de Nicolas? Et puis sinon, on pourra voir les questions qui sont posées dans le chat. Écoutez, je pense que c'était très clair et pour voir l'application de terrain de tout ce qu'on peut raconter de manière un peu plus théorique. Et moi, je retiens quand même cette notion vraiment d'anticiper et de préparer la réponse au prochain appel d'offres quand il n'est pas encore conçu par l'acheteur, de vraiment travailler très, très en amont. Et ce n'est pas une question de juste attendre que le marché il vienne, c'est plutôt d'aider à le créer un petit peu. Voilà. Oui, l'aspect proactif est vraiment indispensable si on veut avoir une longueur d'avance. Parce que si on subit tout le temps le tempo des publications, qui en plus, depuis 1 an et demi, sont totalement décalés, souvent, il y avait une saisonnalité des marchés. Là, avec le Covid qui est passé par là, ou la Covid, en fait, on sait plus grosso modo quand les marchés vont paraître. Donc, si vous êtes toujours en attente, en suspense, et que vous avez des mauvais moments où il y a 4 ou 5 marchés importants qui sortent en même temps, où vous n'avez pas le choix à cause du coup, soyez proactifs, soyez à l'écoute, simplement juste ouvrir les radars. Et il y a plein de choses qu'on peut capter de manière informelle qui sont des indices sur plein de choses qui vont se dérouler dans les semaines ou les mois qui viennent. Il y avait une question de Caroline Houry dans le chat. C'était au début de votre intervention, Nicolas, et en fait, donc Madame Houry, peut-être qu'elle souhaite s'exprimer d'ailleurs à l'oral. On peut lui laisser le micro ouvert pour qu'elle intervienne. Sa question était justement sur comment on anticipe justement les nouveaux métiers, les nouvelles activités qui sont liées au dérèglement climatique. J'imagine que la question en lien avec la commande publique va être comment justement ce dérèglement climatique va impacter les besoins des collectivités, des acheteurs publics et comment les activités peut-être des structures qui répondent à ces marchés s'adaptent, comment les métiers changent, etc. Je ne sais pas si la question avait été posée au début de votre intervention, Nicolas, mais… Il y a au moins 2 éléments de réponse à apporter concernant la régie des écrivains. Le premier, la Commission européenne, que je vous ai cité tout à l'heure dans mon exposé, qui en fait, une des premières en fait, à donner des stimuli quant à l'évolution du marché. Bien évidemment à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle de la France. Et quand j'évoque ces marchés-là ou ces programmes-là, qui souvent se concrétisent et où on a la chance effectivement de copiloter des programmes avec jusqu'à 16, 17 pays européens, s'en dégage en fait l'opportunité pour nous d'être les créateurs, en fait, les dessinateurs du profil des métiers d'avenir. C'est très présomptueux ce que je suis en train de dire, donc je vais reformuler autrement parce que je ne voudrais pas rester sur cette note-là parce que, en fait, la Commission européenne va ouvrir à des appels à projets.
il faut changer, il faut apporter de l'innovation, il faut apporter des solutions durables. Par contre, quel est le degré de maturité du management de l'intelligence collective à l'échelle européenne? Grosso modo, c'est ça. Et ça nous permet en fait d'avoir l'opportunité d'être force de proposition au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point. Ce qui, très concrètement, peut vouloir dire aussi que nous, Régie, donc on a mis les pieds dedans en 2008. Depuis 2015, on a une plateforme de compostage des déchets verts et de maraîchage sans molécules de synthèse au cœur de la ville. On est une des seules structures sur l'Eurométropole de Strasbourg à le faire. Et c'est issu, en fait, du programme. Et parce que nous savions, nous avons également des agents ripiciles, des agents aides riviéristes. Parce que nous avons travaillé de manière proactive au niveau du conseil départemental, ce qui est aujourd'hui la communauté européenne d'Alsace, où nous avons, avec le service rivière, créé sur mesure des profils de formation et de montée en compétences des personnes qui sont aujourd'hui des aides riviéristes. Il y a pu y avoir 15 exemples. Voilà, grosso modo. Et puis aussi, le fait que par le sourcing, vous entendez que dans un an ou deux, ou par des webinaires, vous entendez que dans 6 mois ou dans un an, il y a des choses qui vont changer. L'installation du Spazer. Nous, ça fait maintenant depuis 5-6 ans qu'on bosse notamment avec le plan climat 2030 de l'ancienne municipalité, mais peu importe, qui reste de près ou de loin dans la ligne logique de l'évolution que ça va avoir. Je cite notamment les critères, donc les vignettes critères, mais également tous les métiers verts qui sont attendus, toutes les autres approches, bien évidemment les produits nettoyage qui sont écolabels, qui sont éco-certifiés. Il y a plein de faisceaux d'infos qui nous permettent en fait de capter, et on n'est pas les seuls, mais de capter l'info, on va dire suffisamment à temps, qu'on ait le temps de réagir et créer en fait un processus sur mesure. Je sais avoir été long, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, si Madame Maury souhaite intervenir, elle peut le faire librement. Il y avait également une remarque donc, aussi de Madame Maury qui espère que, du coup, que les marchés publics vont créer, par exemple, sur la question de l'alimentation, de nouvelles activités, récupération des invendus, système de redistribution, ce genre d'activités. Peut-être côté acheteur public, donc comment la commande publique peut impulser de nouvelles activités en réponse à des problématiques environnementales, transition alimentaire, etc. Alors, je vais juste faire un très rapide complément à ce que vient de dire Nicolas sur la préparation des métiers. Je vais élargir avec l'économie circulaire et le recyclage. Ça veut dire effectivement, dans le cadre du réseautage, dans le cadre des rencontres formelles ou informelles, échanger sur les futurs besoins de déconstruction, de réutilisation, de réemploi, notamment en matière industrielle, notamment en matière d'outils de travaux, d'outils de production industrielle. Ça veut dire faire passer des messages pour dire, voilà, nous, en tant que donneurs d'ordre, on a envie de favoriser cet aspect-là dans nos marchés. Vous, représentants de l'AFPA ou de tel BTS ou de telle structure de formation, est-ce que vous avez une filière métier, est-ce que vous avez une filière diplôme sur ce type de métier-là, sur éventuellement les débouchés? Voilà. Moi, j'ai commencé à passer certains messages. C'est un processus qui va prendre plusieurs années. Ça c'est évident. Et sur le plan climatique, on commence à avoir quelques effets. On en est encore loin. On va travailler, nous, dans l'aspect croissant de la prise en compte des éléments locaux et biologiques dans ce qui participe de nos marchés de restauration collective. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qu'on va mettre dans nos cahiers des charges. Après, ça influe forcément sur le prix d'achat du marché, le prix de revient des repas, et donc le prix de facturation. Tout ça, ça a un coût, ça a un accompagnement. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Sur l'aspect des invendus, alors, très concrètement, en tant que collectivité, on va poser, nous, sur de la restauration collective, que ce soit la restauration administrative pour les collectivités ou la restauration des lieux scolaires pour les mairies, pour les écoles. Pour les collèges, ça dépend des conseils d'administration des collèges. Donc, nous, département, nous n'avons pas les mains dessus. Et pour ce qui est des lycées, j'imagine que c'est la même chose. Et je proposerai aux collègues de la région de compléter. Ma connaissance est limitée à ce niveau-là.
Ce qu'on peut faire, c'est par des pratiques internes, essayer de limiter en tout cas tout ce qui est déchets, tout ce qui est gaspillage. Donc on a des outils pédagogiques, et puis à côté, on a des outils de réponse en matière de prise en compte des déchets, que ce soit dans le cadre du recyclage ou dans le cadre de la valorisation des déchets alimentaires en termes de compostage ou même en termes de méthanisation. Là aussi, il y a différentes choses qui sont possibles et entre guillemets travaillables. Euh, Alors, c'est vrai que là, on a une représentation de différents territoires du Grand Est via vos témoignages, Alsace et Lorraine, on va dire, voilà, département de Meurthe-et-Moselle. Là, il y avait une remarque qui concerne le territoire des Ardennes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des particularités aussi territoriales. Vous l'avez évoqué un peu chacun dans vos interventions, mais ça peut être intéressant d'en reparler. Nicolas mentionnait à juste titre que sur l'Alsace, il y a une histoire de développement durable qui est ancienne, avec une pluralité d'acteurs et un foisonnement qui enrichissent la réflexion, les actions, l'interconnexion, l'interconnaissance des gens. Voilà, nous en Lorraine, on travaillait avec des collègues du Collège au Sol qui sont venus de Strasbourg. En Lorraine, on a aussi des petites choses. C'est par le biais de webinaires, de rencontres comme ça, qu'on va pouvoir, j'ai envie de dire, exporter les expériences de territoires où il y a un terreau qui est déjà actif et fertile depuis un certain temps, et puis importer des bonnes idées, des bonnes pratiques. Voilà. On doit continuer de réseauter. On va avoir aussi des zones qui vont être très différenciées entre les zones qui sont proches des frontières, notamment proches des frontières allemandes, avec aussi l'aspect grande région qui rentre en ligne de compte. Et puis les zones qui sont plus éloignées, je pensais, oui, à la Champagne, je pensais à la Meuse, par exemple, je pensais même aux Vosges, où les acteurs, l'offre sociale, l'offre économique ne sont pas les mêmes, et le taux de chômage aussi n'est pas les mêmes. L'utilisation d'un marché public en termes de levier pour l'action sociale va être très différente dans les Vosges qu'en Alsace, où on est quasiment en plein emploi. Mais voilà, c'est ce type de rencontre, et puis à capitaliser. Donc merci à la Grèce, aussi en termes d'outils, aussi en termes d'annuaires. Il y a aujourd'hui beaucoup d'annuaires d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui coexistent. On a le HT socialement responsable de la Grèce. .org. On a un annuaire de l'IAE, Grand Est, qui a été mis en place. On a le GESAT qui intervient au niveau du handicap. L'État a même rajouté encore un outil qui s'appelle la plateforme de l'inclusion, si je ne me trompe pas. Et en face, on a des acteurs locaux dont le temps est limité, qui vont peut-être avoir leur fichier Excel, leur carnet d'adresses, leurs petits annuaires. Voilà. On a un vrai enjeu de lisibilité, de faciliter l'accès à la bonne information au bon moment. Et je vois que je parle trop, donc je vais laisser la parole. Non, mais tout à fait, vous avez souligné un point très important, que ce soit voilà, des acteurs de l'accompagnement, des structures qui répondent au marché public, que ce soit du côté des collectivités, mais aussi du côté des structures de l'ESS. Il y a un nombre très important de plateformes, de sourcing, etc. Et c'est pour ça, comme vous le disiez, que des rencontres comme celle d'aujourd'hui, des conférences, des réunions, des ateliers, tout type d'événements qui peuvent favoriser l'interconnaissance entre les acheteurs et les prestataires. Là, en l'occurrence, on est dans le thème de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est très important. Mais il y a aussi un autre point qui me paraît important, c'est l'interconnaissance entre des acheteurs publics ou entre des structures de l'ESS, d'où l'importance de votre témoignage, Monsieur Liotto, côté acheteur, et de votre témoignage, Nicolas, côté structure de l'ESS. C'est qu'en fait, il y a des bonnes pratiques à échanger, il y a des bonnes pratiques à transmettre. Et bien qu'il y ait des spécificités territoriales, comme vous l'avez à juste titre ressouligné, il y a toujours des choses sur lesquelles s'inspirer, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sur notre territoire, mais qui peuvent se faire tout aussi bien d'un bout à l'autre du Grand Est, et voire même regarder ce qui se passe au national également. Donc, en tout cas, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. L'événement Les 48 heures de l'achat responsable, qui a justement pour but de promouvoir l'offre de biens et services des structures de l'ESS, se poursuit. Donc, encore cet après-midi et demain, avec encore 5 webinaires thématiques. Le prochain étant sur la filière du bâtiment en Grand Est, avec notamment des témoignages de structures de l'ESS
qui ont des activités de réemploi des matériaux du bâtiment. Et voilà, je tenais à remercier tout le monde encore une fois pour cet événement qui s'inscrit donc dans la semaine des achats responsables du mois de l'économie sociale et solidaire 2021. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Amélia, merci à Au tous. revoir.